Bienvenue sur Soliditors, le podcast qui décrypte la sécurité Web3. Salut Ethnical, très content de pouvoir faire cet épisode avec toi aujourd'hui. On avait eu l'occasion de se rencontrer à Paris, après on s'est revu à Istanbul. Tu as un nombre quasi infini d'anecdotes à nous raconter, que ce soit sur le Web 2 ou sur le Web 3. Tu es notamment fondateur de la communauté MEFSEC. Tu as bossé pendant encore un peu plus de 3 ans dans la cybersécurité dans le Web 2. Donc voilà, à cœur de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui autour de tous ces sujets-là. Je te propose de te donner la main dès à présent. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais, bah carrément. Moi, c'est Ethnical du coup. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis security engineer donc dans la partie Web 3. Et avant, je faisais pas mal de Web 2. Voilà, comme il l'a dit, on s'est rencontrés sur pas mal d'events de la communauté donc Web 3 Sec. Malheureusement pas Web 2, mais voilà. Ouais. Et qu'est-ce que je fais globalement? J'ai fait de l'audit dans la partie Web 3 et dans la partie Web 2, j'ai plus fait de la réponse sur incident en fait en premier temps et après plus de la migrer vers une espèce de purple team pentest en fait pour essayer de faire de l'audit en même temps. Donc à la fin, je faisais à peu près tout de la partie blue team à la partie red team et ça dépendait globalement de ce que je faisais. Et Alors Purple Team, j'en déduis que c'est un mix entre Blue Team et Red Team, c'est ouais, ça? c'est Parce que ça. j'avais jamais entendu ce Ouais, terme-là. pardon, ouais, tout à fait, ouais, c'est un peu un terme, ouais, un peu bullshit, mais c'est globalement ça. Globalement, c'est quand tu te retrouves entre la blue team et la red team. Ce que tu peux faire, c'est que quand tu as des gens qui font de la réponse sur incident, tu peux les dédier, par exemple, là, pour se préparer à connaître différents types de vecteurs qui peuvent être typiquement des nouveaux types de vecteurs. On va les entraîner à faire aussi un peu d'offensif. Comme ça, déjà de un, ça permet de mieux connaître ton scope, parce que dans les grandes entreprises, il y a le shadow IT, hein, le scope il est tellement grand que il y a des endroits où on sait même pas comment taper, on sait même pas les technos qu'on utilise à certains endroits, et donc ça peut être un problème. Généralement, quand on sait pas trop la techno qu'on utilise à certains endroits, mauvais signe, ça veut dire que c'est très peu maintenu. Là, faut jeter un coup d'œil. Donc c'est pour ça que là, la partie offensive, elle est assez intéressante quand même, parce que ça permet de Et faire de comment la reconnaissance. t'en es arrivé déjà à faire de la sécu dans le Web 2? C'était quoi ton background Ouais, tout à avant? fait. Alors, ouais, ça, pardon. Du coup, moi, j'ai quand même fait pour mon parcours, pour mes études, donc j'ai commencé à faire un master en fait en network télécommunication. Du coup, j'ai fait d'abord une licence d'informatique. Ensuite, j'ai fait 3 ans d'info, et ensuite, une fois que j'ai fait un peu d'algo, etc., je savais que c'était pas trop ce que je voulais faire, vraiment build tout le temps en software engineering, vraiment computer science. Je me suis dit, bah vas-y, je vais partir vers la partie réseau. Donc j'ai fait un master en réseau, donc j'ai fait tronc informatique, ensuite réseau. Et pendant ce temps-là, en fait, pourquoi je voulais faire ça, c'était pour être vraiment le plus généraliste possible, parce qu'à côté, je faisais déjà de la sécu. Donc en fait, j'ai fait de la sécu, Tu faisais j'ai de eu la ma team de sécu CTF. en amateur, tu veux dire? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, en amateur, on faisait du CTF, pas mal. Donc en gros, j'ai eu, alors, c'est vrai qu'il faudrait que je commence par ça. En fait, j'ai fait une chaîne YouTube parce qu'on partageait des trucs. En fait, sur la partie sécu, c'est parti de là. Très jeune, j'ai commencé à faire des choses qui étaient pas le super top, pour être honnête, mais En quelle c'était, année à peu voilà, ça près allait le mieux. qu'on se situe? Le début de la chaîne, oh, je sais pas, j'avais 14 ans, du coup 14 ans, donc ouais, j'étais pas très vieux, donc il y avait j'étais sur des commus, ça avait aucun sens, c'était Hackfree à l'époque, pour ceux qui entendront et qui reconnaîtront, il y avait la guerre entre les forums français, où vraiment c'était qui va être le meilleur forum de hacker, et ça avait aucun sens, il y avait que des script kiddies, des gens qui avaient très peu de connaissances techniques, mais qui utilisent beaucoup des outils qui faisaient juste mal en fait, et donc j'ai commencé là-dedans, ouais, j'ai commencé là-dedans en fait. C'est là vraiment là où j'ai vraiment commencé. Et il y a un gars de l'équipe au bout d'un moment qui a compris qu'en fait c'était pas bon quoi finalement. Les soirs sur TeamSpeak et tout, on faisait n'importe quoi. Et il a compris que c'était pas le comme ça que ça devait se faire en fait. Il comprenait vraiment qu'il y en était des skids. C'était le plus âgé quoi. Non, peut-être pas le plus âgé, mais un des plus âgés. Et il est parti. Et lui, je l'aimais beaucoup. Et donc je l'ai suivi en fait ce gars-là. Et c'est assez fou parce que c'est encore des gens de l'écosystème maintenant. Enfin, c'est complètement dingue. Et ça, c'était il y a 15 ans. Ouais. Et ce gars-là, en fait, il m'avait clairement dit, ouais, faut partir vers du RootMe, vers du Zenk Security, toutes ces choses-là, en fait, des vraies communautés de sécu. Beaucoup de gens connaissent RootMe, peut-être un peu moins Zenk, c'était super intéressant aussi. C'est Des dans le communes même de style, c'est une sécurité. plateforme de... Ouais, plateforme, mais Ok. plus orientée vers le pawning, en fait. Du coup, moi, ça m'intéressait un peu plus. Et quand je suis arrivé là-bas, on a pris une claque parce que du coup, en 2 secondes, en fait, il y avait un truc même maintenant que j'ai fait pour MFSec, c'est à 15 ans, ils arrivaient, t'avais un espèce de formulaire avec une présentation. Et les gens, ils pick up les personnes qui étaient avec un profil assez intéressant, qui comprenaient la sécu. Et ils avaient dit, voilà, le savoir, c'est une arme, on peut pas apprendre à tout le monde comment router n'importe quoi. Et vraiment, ils regardaient, si t'étais un skill, et ben ils te sortaient de là, en fait. Donc, ils voulaient pas de skillies.
Et quand nous on est arrivé avec notre XP pourrave j'avais 13 ans, 14 ans, avec les débiles, on faisait n'importe quoi, bah, ils ont vite compris qu'on était des guignols. Et là on s'est fait lyncher. La plupart ils étaient pas très contents de se faire lyncher. Étonnamment, moi, j'aime pas trop ça, mais j'avais compris qu'en fait, on comprenait rien, quoi. Donc, ça m'a vraiment, c'est vraiment le plus gros step-up que j'ai pris, je pense, la plus grande claque dans ma vie, parce que j'ai compris qu'en fait, c'était pas vraiment, je m'en souviens, quoi. Et après, du coup, là, on a attaqué RootMe, parce que je me suis dit, je vais essayer de revenir, essayer de réintégrer cette communauté. Et en fait, je suis revenu bien plus tard, et j'ai pas intégré la commune parce que ils m'ont donné envie de faire du game hacking, et je suis rentré par le game hacking, en fait. C'est quoi Vraiment, dans la vraie le sécu. game hacking? Le game hacking, c'est toute la partie exploitation de jeux vidéo, du coup, où j'ai vraiment fait de l'injection mémoire, essayer de faire des bot sockets, compromettre des jeux, faire du cheat. J'ai fait beaucoup de cheat dans des jeux, j'ai un nombre de comptes bannis sur des jeux sur Gameforge, ils me connaissent bien. Et ouais, c'est pour ça, et du coup, avec ça, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé la partie sécu. Et après, je suis revenu, et c'est pour ça que j'ai toujours eu un attrait un peu plus pawn, donc low level, qu'un attrait plus web server. Il y a toujours un peu dans la sécu, il y a plusieurs pans vraiment cryptographique, web server, exploitation. Mais moi, je venais plus de l'exploitation, où il y avait moins de monde, et après, j'ai rencontré. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne aussi, où j'avais la chaîne en même temps, et ça m'a permis de partager un peu ce qu'on faisait. On a rencontré du monde, on a fait une communauté en fait en Web 2, qui s'appelait Hacking CTF et Sécu, où on a eu beaucoup de gens qui sont venus. Ça, c'était vraiment cool. Qui était un peu Comment l'ancêtre de pour MEFSEC, du coup, que tu as maintenant? Ok. exactement l'ancêtre de MEPSEC, mais dans la partie Web 2, avec une plateforme de CTF. Et il fallait que les gens y viennent, on avait un entretien, on discutait avec eux, ils nous joignaient, et c'était vraiment cool. Et du coup, on avait tous les gens de RootMe qui étaient là, principalement. Euh, Vraiment, c'était la bonne époque. Et de là, on a créé donc Inch'Allah, qui était ma team de CTF, avec un petit jeu de mots un peu pourri. Et on s'est retrouvé à faire quelques events, à se promener et tout. C'était pas mal. Insomniac, Greuhack, la nuit du hack, Matanké le hack, et tous ces trucs-là. Donc c'était vraiment c'est comme ça, voilà. Ouais, c'est vrai que ça a peut-être plus de sens. Désolé, ouais, c'était pas très clair. Ouais. Et donc, quand tu as commencé tes études en IT, je vais mettre cette grosse étiquette là-dessus, en fait, tu avais déjà Ouais. des bases qui étaient vraiment solides, que ce soit en IT en général Ouais, ou en cybersécu, quoi. c'est- ouais, ouais, non, j'avais quelques trucs. Il manquait quand même beaucoup de choses. Pour être honnête, toute la partie algorithmique, par exemple, je codais n'importe comment. Et même maintenant encore, hein, je suis quand même pas. Tout ce qui est la partie algorithmique, je vais souvent me perdre un peu. Mes algos vont pas être bons. Mais c'était super intéressant de faire ça, quand même, de vraiment apprendre, tu sais, à la fac, vraiment comment ça fonctionne. Mais bon, coder sur des feuilles, etc., c'était pas mon délire, tu vois. Je préférais faire je voyais qu'en réseau, ils avaient des meilleures salles. Vraiment, ils faisaient des trucs sympas. En plus, ils faisaient un peu plus une partie Unix que nous, on n'avait pas. En fait, ils formaient les gens quand je te dis pour la licence d'informatique, vraiment pour faire de computer science, mais on faisait de l'ADA. C'est un truc, c'était pour, enfin, si ça existe encore, mais c'était principalement ça a servi pour faire du bas level, de l'embarquer pour la SNCF par exemple. Les trains ils sont tous en retard, donc faut pas s'en servir. Non, je rigole, c'est pas pour ça, mais je veux dire, tu vois, ça a été voilà, c'est des choses qui sont de la grosse programmation impérative, sur des feuilles avec des ID qui étaient horribles. C'était pas agréable et on n'avait pas du bon matériel que en réseau, ils avaient des petites salles plus sympas. Ils faisaient vraiment, tu sais, de la télécom, donc c'est un truc qui m'intéressait un peu plus déjà, tu vois, on pouvait, parce que quand tu veux attaquer des choses, bah, tu dois passer par du réseau principalement. C'est très difficile d'avoir déjà la main dans le système. Donc faire de l'audit de code au début, moi j'en faisais pas trop. J'avais plus pété des services qui étaient exposés. Voilà, via RootMe, des choses comme ça. Tu as une socket qui tourne, il faut éclater comment le service. Et ouais, c'était plus voilà, et donc il me fallait une partie réseau qui m'intéressait un peu plus. Donc je me suis orienté vers le réseau. Et pendant ce temps-là, je faisais une alternance aussi. Du coup, juste un peu après, pendant 2 ans, j'ai fait une alternance chez Geodis. Du coup, ma première boîte de comment de web de sécurité en fait. Ils cherchaient des gens pour faire de la sécu et moi je me suis pointé là-bas. Et là, tu as commencé en Blue Team, en Red Team, tu étais sur quel type de Non, poste j'ai pendant commencé ton alternance? ouais, Blue Team. Ouais, j'ai commencé en Ok. Blue Team. Moi, étonnamment, je voulais faire de la Red Team direct. Pas étonnamment, je sais pas si c'est étonnant, mais c'est toujours ce que je voulais. En fait, à chaque fois que je veux faire un truc, je fais toujours l'opposé. C'est assez fou dans ma vie. Parce que du coup, bah, il y avait pas ça. Donc, tu sais, j'étais en mode, ouais, je veux vraiment faire ça. Et ils m'ont dit, bah, d'abord, il faut d'abord qu'on monte une infra pour se défendre, tu vois. Et ils étaient là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut prendre quelqu'un pour se défendre. C'était sur le campus. J'allais pas dire non, quoi. J'allais pas dire, non, les gars, je veux faire vraiment de la Red Team. Donc, j'ai bien évidemment dit oui parti travailler avec eux, j'ai rencontré des gens super, on a bossé ensemble pendant 3-4 ans, ouais. Ouais, c'était pas Et mal. ça ressemble à quoi ton quotidien quand tu bosses en Blue Team dans une boîte de cette taille-là? Parce que Geodis, je connais un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un transporteur français, c'est le plus Ouais, gros, je crois, ou pas loin. c'est ça. Ouais, Du coup, une boîte d'une taille très très conséquente. Tu faisais ouais, quoi de ouais, il y ta avait journée là-bas?
Eh ben écoute, tu dois défendre le système d'information. Donc le système d'information, il est vraiment grand. Donc tu rentres dans les grandes boîtes. En plus, elles sont il y a des choses que je pourrais pas évidemment dire, donc faut que je fasse un peu attention. Mais voilà, enfin, c'était une grosse boîte qui était détenue par la SNCF typiquement. Donc la SNCF, c'est quand même principalement un truc étatique. Donc tu dois répondre à des droits, t'as des choses comme ça, t'as des pour des raisons, plein de raisons d'importance vitale ou pas. Cette boîte-là, pour le coup, elle y était pas. Mais par contre, elle dépend de certains, on va dire de certaines, pas lois, je sais pas comment dire ça, mais certains standards que tu dois posséder. Et, euh, et qu'est-ce que tu dois faire? Bah, moi, je faisais donc la partie réponse sur incident, donc défensif. Mais tu fais pas que de la réponse sur incident, parce que les incidents, ça représente les vrais incidents, hein, je veux dire, hein, ceux où t'as l'attaquant qui rentre chez toi et tu commences à avoir peur. Ça, c'est très peu. Euh, dans une année, c'est peu de temps, hein. Et heureusement, parce que sinon, je pense que plus personne travaillerait là-bas. Mais je veux dire, enfin, dans ce milieu-là, je veux dire. Mais la plupart du temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en place des systèmes pour essayer de lutter contre ça et pour lutter contre une attaque. Donc par exemple, on va développer du tooling, on va développer des honeypots. Par exemple, on va faire exprès de mettre des machines qui sont vulnérables, alléchantes, des utilisateurs aussi à des endroits assez particuliers, on appelle ça des honey users. On fait exprès de mettre des utilisateurs qu'il y a que la sécu qui ont par exemple ou que une certaine équipe ou que moi-même parfois je faisais des trucs je faisais même du vrai shadow IT parce que du coup t'en parles même pas et ton chef il dit ouais c'est quoi ce truc là, ah excuse-moi j'ai oublié, donc tu fais un peu une doc etc. Pourquoi? Parce que si tu commences à faire des choses et que tu les marques dans les entreprises de cette taille-là, on en a parlé, c'est tellement grand que pour faire de la cartographie, les gens qui font de l'admin système ou des choses comme ça, ils viennent te voir et ils disent bah attends, ça appartient à la machine de la sécu, on la met à la sécu quoi. Et du coup ils vont lui mettre un hostname avec marqué security-honeypot. Si c'est par exemple, je sais pas moi, une machine Linux ou Windows ou je sais pas, ils vont mettre souvent comment, le hostname. Et donc tu vas liquer énormément d'informations. Bah, l'attaquant il va pas taper dedans, tu vois. Donc souvent il fallait faire un peu des tricks, fallait même pas informer les gens. Enfin, évidemment t'informes ceux qui font quand même parce que sinon c'est un peu un problème. Sinon tu te fais éteindre ta bécane pour aucune raison. Et là c'est un problème. Mais je veux dire ouais, voilà, on mettait en place des pièges. Ça c'est la partie vraiment défensive. Et après le reste c'est aussi la partie SOC, CM, IDS. C'est à chaque fois quand tu as une intrusion, comment est-ce que tu peux détecter ça? Et donc on va faire un SIEM par exemple. Donc enfin, on va utiliser des SIEM, on va prendre des puits de logs, on C'est va quoi prendre un des logs de CIEM? partout. Un SIEM c'est j'ai pas l'acronyme, c'est un quelque chose machin management pour les logs. Et donc en gros c'est manage les logs de tout ce que tu as dans une boîte typiquement. Et c'est un peu ça c'est vraiment la guerre du log. On va en parler. C'est par exemple tu vas récupérer les logs de tout ce que tu as dans ton système d'information et tu vas les mettre dans un seul puits par exemple, un collecteur. Si tu veux avec plein de collecteurs, tu les mets à un endroit. Et après tu vas essayer de faire des un peu c'était pas de l'IA mais un peu de machine learning, un peu de behavior quoi, de d'analyse comportementale. Donc par exemple, moi j'ai les logs de Sophie de la Compta. Sophie de la Compta, c'est peu probable qu'elle commence à essayer de lire le LSAS. Voilà, un processus Windows très important qui a tous les mots de passe, qui a son mot de passe et des mots de passe à l'intérieur. Si elle commence à lire ça, c'est particulier. Ça va pas arriver fréquemment, quoi. Même qu'elle essaye de le lire, pas qu'elle le lise entièrement, qu'elle réussisse, juste qu'elle essaye. Si on voit un LSAS read, c'est particulier. Si on voit que en même temps, juste avant, bah, Sophie, elle a cliqué sur un lien, par exemple. Tu vois, elle a cliqué sur un lien. Et ce lien-là, nous, quand on le met dans le lien de Threat Intel, il est rouge. Donc, par exemple, il a un score de 80. Bah, on peut commencer à essayer de corréler les éléments entre eux. Et là, en fait, on arrive même pas à mieux, à la fin, on n'arrive même pas à corréler les éléments. On arrive à détecter que c'est une attaque ou pas. Ça permet d'enlever énormément de faux positifs, par exemple. Parce que quand on corrèle les éléments entre eux, si tu prends qu'un seul élément, Sophie de la Contact, elle fasse un Elsa Read, c'est peu probable. Mais par contre, il peut y avoir des systèmes que nous, enfin, suivant les différents endroits, on est dans une grosse boîte, je le rappelle, du coup, ils peuvent avoir différents types d'applications. Il peut avoir une application qui, elle, est légitime, qui va lire dedans. Et donc, elle va créer des faux positifs. Par contre, qu'elle clique sur un lien, que celui-là, il soit catégorisé malveillant par un des autres certes qu'on connaît, donc des copains à nous, par exemple, un cert français, l'ENSI, qui nous dit, et regardez, on a une vague de DryDX, un nouveau malware qui arrive. Voilà, ça, c'est des IOC qu'on a. Donc, ils nous partagent des IOC, des indicateurs de compromission. Et nous, après, nous, pareil, quand on a une compromission, on les partage avec eux. Comme ça, tu vois, c'est des choses qu'on partage entre nous. Évidemment, on essaye de pas les mettre n'importe où, sinon l'attaquant, il sait que, bah, il est déjà détecté. Donc, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il y a ces indicateurs partout? Si le mec, il met Effacer des les traces trucs. partout, un meurtrier, voilà, il va essayer de changer sa signature, il va essayer de changer des choses. Mais tant qu'il le sait pas, ça, c'est cool pour nous. Parce que du coup, bah, tu peux identifier ça plus facilement. Donc, on va venir les ajouter dans notre CM, par exemple. Vu qu'on a dit qu'on a tous les logs dedans, bah du coup, tu as juste à dire par exemple, est-ce que tu connais cette empreinte? Est-ce que tu connais ce morceau? Et il dit oui, oui. Ah bah là, tu sais que faut faire attention.
faire attention, parce que bah, il y a quelque chose, potentiellement détecté sur une des machines de quelqu'un une compromission. Et là, tu parles de prévention d'attaque, mais typiquement, c'était qui vos attaquants? Qui quoi? Alors les attaquants, ça peut être de tout. On avait de l'attaquant, ce qu'on appelle isolé, le petit gars qui va, même du bug bounty hunter. Il y avait des gens, ils rentraient. Alors c'était des bug bounty hunter. On en parlera, mais dès qu'ils se font attraper, ils deviennent des bug bounty hunters. Mais Ok. ils utilisent des méthodes qui sont très très particulières. Ça peut aller du phishing à carrément rançonner une bécane, mais ils sont quand même bug bounty hunters. Enfin, tu vois, c'est un peu particulier. Ouais, on Et connaît aussi dans le ça, Web3. Ouais. ça, on connaît beaucoup dans le Web3. Mais je veux dire, ouais, c'était donc de l'attaquant isolé, skip qui disent, qui va essayer de taper les web servers n'importe comment avec des outils qui existent déjà, à comment dire, s'APT, des trucs étatiques, au groupe de ransomware aussi, Et le ransomware script qui group. disent, par exemple, le gamin lambda qui se sent Ouais. pousser des ailes et qui veut s'amuser à s'attaquer à une boîte de cette taille-là, s'il se fait choper par son IP ou quoi, il peut se faire dénoncer. Je veux dire, il peut y avoir des répercussions Ouais, derrière, non? carrément. Non, bah, au niveau légal, ouais, surtout bah, en Europe, etc., c'est un problème. Évidemment, mais ils mesurent pas réellement la conséquence de leurs actes. Souvent, ils sont jeunes. Du coup, s'ils se font attraper, ils prennent pas grand-chose. Et souvent, vu que c'est des skids, l'impact qu'ils ont, c'est un peu, ça peut être embêtant, mais il est faible. Ils font pas de choses. Enfin, souvent, hein, je dis pas, il y a eu des enfin pas des skiddies, hein, mais il y a eu des gens qui sont très jeunes et qui ont fait des attaques qui sont assez importantes et qui après ont leaké des informations qui, elles, c'est vraiment catastrophique. Enfin, c'est vraiment important, mais dans le sens où souvent le skid, tu vois, il va prendre, allez, je sais pas moi, il trouve il y a une nouvelle 0D qui est sortie sur WordPress, il attend qu'il y ait une One Today qui sort sur Metasploit, et il va essayer de l'appliquer n'importe comment sur des serveurs jusqu'à que ça tombe. Si c'est un serveur qui est pas patché, il va le faire, mais même pas il va réussir à l'exploiter, il va provoquer un déni de service applicatif, et ça va s'arrêter, enfin, ça va s'arrêter là. Non, ça va déclencher quand même la réponse sur incident, t'as un incident important, parce que du coup t'as un incident de prod, tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils se sont promenés ailleurs, est-ce que c'est pendant qu'ils ont, tu sais pas au début que c'est un skid. C'est tant que t'as pas identifié la vulnérabilité, toi t'arrives, t'es en mode, ok, les mecs ils ont peut-être fait tomber le service parce qu'ils étaient en train d'exploiter, et ils se sont loupés, tu vois. Et donc peut-être qu'ils sont déjà ailleurs, etc. Et après tu te rends compte, ok, c'est une vulne qui était connue, ça c'était hors du scope, on a loupé ce truc-là durant le patching du dernier mois par exemple, ou de la semaine dernière. Ok, c'est peu probable qu'il est latéralisé. On commence à essayer de regarder s'il y a des traces de latéralisation. On essaie de regarder. S'il y a des traces de latéralisation, on commence à isoler. Et après, on commence à regarder, tu vois. Donc, mais la plupart du temps, les skids, ouais, c'est pas grand chose. Ce qui est plus embêtant, c'était les ransomware group. Par contre, eux, ils rigolent pas. Ils s'en moquent de faire du bruit. Ça, c'est vachement rigolo dans les attaques. C'est dans la plupart des attaques. Quand toi, tu fais de la sécu, par exemple, etc., que t'apprends, toujours ce qu'on t'apprend. Enfin, quand nous, on apprenait sur Outnik, on regardait les techniques d'intrusion, etc., tu dis tout le temps, ah putain, je vais faire du bruit. Du coup, tu essaies de trouver des méthodes pour être. Bah, tu dis, bah, faut être moins bruyant possible, tu vois, dans ces sens-là, pour pas de ça. Eux, c'est tout l'opposé. Eux, leur but, c'est d'aller très vite. Tu vois, ils s'en foutent de faire du bruit. Ce qu'ils veulent, c'est direct devenir DA. Dès qu'ils sont DA, ils chiffrent tout. Domaine admin, DA, pardon. c'est? Ok. Ouais, domaine admin, du coup, pour Active Directory. Ils veulent juste devenir le domaine admin, du coup, avoir les droits maximum. Après, ils font souvent des espèces de GPO eux-mêmes, ils ont des scripts automatisés. Donc, ils font une GPO, ça veut dire qu'ils vont dire dans le domaine, sur toutes les machines que tu contrôles, tu balances ça, ils désactivent les antivirus, et ils chiffrent, ou parfois même pas, parfois ils chiffrent tout n'importe comment parce que la veille détecte pas, c'est assez intéressant, comme ils avaient eu Soprasteria par exemple, avec, je crois que c'était Zero Logon qu'ils avaient mangé, et ensuite Domain Admin. Donc Zero Logon c'était une vulnérabilité qui est sortie, qui permettait de devenir Domain Admin très facilement, donc ça veut dire que tu rentrais dans le réseau, tu pouvais devenir très vite Domain Admin, sans avoir trop de complexité, juste en parlant avec l'Active Directory, ce qui est un problème parce que beaucoup de machines parlent avec l'Active Directory, et ensuite ils ont tout chiffré, et ouais, des problèmes. Ah, c'est ton quotidien, ça, plutôt dans la Blue Team, et t'as fait 3 ans, du coup, à peu près chez Geodis. T'as eu Ouais. l'occasion de passer en ce que tu disais comme étant Purple Team après. Du coup, là, qu'est-ce qui change par rapport à tes missions quand t'étais purement sur de la Blue Team? Eh bah oui, bah alors là, du coup, vu que c'était purement Blue Team, on défendait. Là, quand tu passes en Purple, etc., là, j'allais partir. On partait la journée, on partait sur un scope. On essayait de déterminer un scope qui était assez intéressant, qu'on n'avait pas encore bien, soit qu'on comprenait pas très bien, qu'on n'avait pas cartographié correctement. Et on va essayer essayer de trouver des vulnérabilités, latéraliser, essayer de voir ce qu'on peut faire. Tu vois, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Toujours partir dans le sens, ok, on part du principe que l'attaquant, il a pris le contrôle de cette machine-là. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Par exemple, il a la main sur une des machines pour les backups. Non, justement, une des machines qui a un serveur dans une DMZ qui est ici. Est-ce que tu peux prendre le contrôle des backups, tu vois? Parce que ça, ils aiment beaucoup les ransomware group. Ils visent les backups parce qu'ils veulent pas que tu aies de backup. Parce que si t'as des backups, du coup, ça prend du temps à reconstruire.
Mais s'ils arrivent à chiffrer les backups ou à les annuler, alors là, ils ont gagné, tu vois. Parce que du coup, bah là, t'es obligé de, enfin, les gros groupes, ils vont payer parce que là, ils pourront pas récupérer leurs données, quoi, malheureusement, parce que ça coûte très cher de stocker, surtout en cloud, etc. Donc souvent, bah, ça dépend des structures. En plus, il y a des droits, etc. Tu peux pas stocker ce que tu veux partout. Mais du coup, tu vas devoir mettre du stockage, c'est très coûteux. Et donc, si tu arrives à partir d'un serveur en DMZ, donc qui est en frontal, hein, ou de une machine qui est un peu moins en frontal, un administrateur par exemple, on part du principe que, ok, aujourd'hui, on va se mettre dans la peau on a un des admins de la boîte, de ce domaine-là, un admin réseau ou un admin système, un admin ici, etc. Et on part. Donc, et après, on essaie de voir jusqu'à où on peut aller. Et là, souvent, on trouve des choses qui sont intéressantes. À chaque fois, on fixe. Et Et après, du ça, coup, c'est on quand peut faire vous des faites plutôt rapports. de la recherche, je dirais. Mais est-ce que des fois, ça vous arrive de simuler des attaques pour voir si côté Blue Team, Bon. elles sont Oh, mais réceptionnées, si elles sont traitées? bah ça, c'est bien sûr. Alors ça, Et typiquement, dans ça ce c'était cas-là, plus est-ce que ça vous est intéressant. déjà, Ouais. déjà arrivé de simuler une attaque qui n'a pas été du coup traitée par la Blue Team et qui a eu du coup un impact négatif, je veux dire, l'attaque a réussi? Oh, bien sûr, bien sûr. Ah non, mais c'est même courant. En fait, là, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est on a des prestataires externes qui font parce que du coup, si c'est nous, c'est un peu plus compliqué, vu que dans l'équipe, on se connaît, etc. C'est moins intéressant. T'es pas tout seul. Tu veux vraiment faire une vraie team externe. Là, on part vraiment de l'extérieur. On dit au gars, bah voilà, tu vas taper ici, ici, ici. Euh, et comme ça, dès qu'on détecte, bah déjà, nous on sait, on va les contacter. On monte des canaux, on monte un channel avec eux. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont créer des fichiers ou des choses comme ça, des endroits et jusqu'à qu'on ait la détection, tu vois. Et comme ça, on peut savoir par où ils sont passés par la suite. Et tu te rends compte que, ouais, bien sûr, il y a plein d'endroits où tu vois des logs un peu particuliers, tu te rends pas compte. Le mieux, c'est quand, bah, il faut pas que ça se sache parce que quand ça se sait qu'ils vont venir, s'ils viennent, tu vois, si je sais pas, on se dit on va se faire un pen test, on va simuler une attaque dans un mois. Tu vois, bah, tu sais pas exactement quand c'est pas mal, mais si on dit, ouais, c'est la semaine prochaine, ils viennent, bah, toute la semaine, on va être aux aguets un peu, tu vois, un peu plus, c'est moins drôle. Du coup, le mieux, c'est quand le chef, il est au courant, mais qu'il prévient pas tout le monde et que du coup t'es là tranquillement, ça se passe bien, tu commences à voir des trucs un peu particuliers, mais lui il est au courant, tu vois. Tu vois, lui il est au Ok. courant, mais toi tu commences à, et tu sais, c'est assez rigolo parce que toi tu paniques un peu, tu vois, mais que lui il reste genre en mode, là tu te dis attends il y a un truc qui est pas net, et ça c'est ouais, tu te dis il y a un truc qui est pas net et là après tu commences à capter, mais voilà, après tu fais la détection, on continue quand même pour voir jusqu'à où on peut voir, et on essaie de repartir, et ça c'est intéressant, ouais, c'est un peu, c'est un peu ouais, la constante évolution du maintien de la sécurité dans ton SI, quoi, hein, finalement. C'est comment est-ce que tu testes constamment par différentes méthodes pour essayer d'augmenter le niveau de sécurité, quoi. Comment tu as fait ta transition d'une grosse boîte aussi classique, si je puis dire, au Far West qu'est le Web3 aujourd'hui? Bah, du coup, j'étais en train à cette époque-là, je minais déjà. Donc, j'avais fait mon premier bull market crypto. Donc, j'avais Ok, mon alors collègue. si je reviens même aux origines, Ouais. comment tu as entendu parler de la crypto en tout premier lieu? Et c'était à peu près en quelle année? Tout premier lieu, c'était Hackfree et compagnie quand j'étais tout jeune. Les gens se vendaient des comptes. C'était comme ça, dès qu'en fait ils appelaient ça des victimes ou même pour DDoS des autres gens. Ça, c'était le vrai grand jeu de l'époque. Quand t'avais une IP fixe, c'était fini pour toi. Dès qu'elle leakait, tu te faisais démonter. Et les gens, en fait, en gros, c'était tout complet, hein. Et, euh, et les gens, bah ouais, ils vendaient ça en BTC en fait. Donc il y avait ce truc-là. Moi, je comprenais rien. Et il y avait soit PayPal, soit BTC. Il y avait peut-être du Monero à l'époque, je me souviens même plus. Monero, ça arrive peut-être un peu après. Mais les mecs se vendaient ça vraiment comme ça sur les forums, quoi. Et moi, Ok. vraiment, j'ai pas touché, quoi, malheureusement. J'ai pas acheté, j'ai pas vendu à ce moment-là. Donc malheureusement pour moi. Et je suis arrivé bien après parce que bah moi, j'utilisais quand j'ai vraiment dû acheter des petits trucs et tout pour des services, c'était plus des booters, c'était des trucs, mais quand j'étais un vrai skid, c'était avec PayPal et tu vois, c'était du PayPal classique. Mais sinon, t'avais du PayPal ou du BTC. Donc c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois vraiment crypto. C'est vraiment à ce moment-là, hein. C'était il y a, mais je croyais que c'était vraiment utilisé que pour une monnaie anonyme et tout. On comprenait rien, tu vois, on était super jeunes. Moi, je savais même pas je comprenais rien. Et c'est là que j'ai vu ça la première fois. Et après, quand je suis revenu dessus, pourquoi je ne sais pas, mais je suis revenu du coup, c'était pour le mining sur Ethereum en fait. Je suis arrivé un peu après l'ICO, donc en 2017 par là, 2016 c'était, ouais, donc 2017 pour un bull market, et on commençait à miner, on avait attaqué à miner avec un collègue parce que j'avais des sous dans YouTube du coup, j'avais sorti un petit peu, j'avais que dalle hein, dans YouTube, mais j'avais fait un peu de sous avec YouTube, et je m'étais dit vas-y, il me disait pour acheter des cartes graphiques, let's go. Et du coup on a acheté deux ou trois cartes, et on a fait ce qu'on appelle un rig, donc un rig de mining, on était ensemble, Mm. et moi j'avais pas la place chez moi, parce que j'ai un petit appart étudiant, et lui il avait plus de place, donc bah, c'est lui qui l'a hébergé. Et donc il a hébergé le premier rig, et donc je me connectais en RD, c'était n'importe quoi, je me connectais en RDP au cross internet, donc faut pas faire ça, ne faites pas ça, hein. Mais
Et du coup, j'opérais. Lui, il avait monté le rig, et moi, je m'occupais juste de le gérer. Et on était sur Nanopool à l'époque. C'était des pools de mining où on se mettait en équipe parce que c'était trop dur de miner en solo. Et on était rémunéré en Ether comme ça. Donc voilà, on a fait le premier truc. Évidemment, après, j'ai vu que c'était complètement parabolique. Je connaissais rien des marchés financiers. J'étais en mode, oh, c'est incroyable. Du coup, j'ai tout laissé. J'ai même continué, etc. Et du coup, premier bear market, j'ai perdu 95% de mon net worth là-dedans. Et c'était cool. Et donc après ça, j'ai plus touché avec chez Geodis, etc. Et je suis revenu juste après, ouais, le premier rallye de BTC qui était juste après le premier bear market. En fait, il y a eu un premier rallye haussier quand on est passé de 3 ou 4 000 balles à 12K. Ici, ça en a reparlé et je sais plus pourquoi c'était. Il y avait un projet français qui s'appelait Tezos, je crois, ouais, c'est ça. Tezos qui était par là. Et je voulais comprendre comment ça marchait, leur partie smart contract et tout. J'avais un peu abandonné et ça me plaisait de plus en plus. Donc je commence à revenir. J'ai dit, ok, je vais réinvestir un peu. Donc j'ai laissé un peu des commandes de mon salaire. Et c'est comme ça en fait. En mettant un peu plus d'argent, ça m'intéressait de plus en plus et je regardais. Et Mais c'est comment comme t'as ça fait que je ta suis revenu sur la transition partie. de Géodis à Web3? T'es parti Ah de oui, oui, Géodis pour devenir dev dans le Web3? c'est ça, ouais. Alors du coup, là il y a eu cette partie-là. Et ensuite, ça c'est ouais, 6 mois, 7 mois après, vu que ça me plaisait vraiment là-dedans, moi j'ai décidé carrément d'arrêter en fait finalement le job que j'avais pour partir faire une boîte vraiment là-dedans. Donc je me suis dit, let's go, je vais tenter l'aventure. Donc j'avais un collègue et je suis parti. Du jour au lendemain, vraiment, on était il y avait Axie Infinity, etc. C'était des gros jeux vidéo à ce moment-là, du gros Play to Earn qui tournait. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement dit, let's go, on va partir avec mes collègues monter une boîte là-dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, on a essayé. Ça s'est pas bien passé. On est arrivé au top du marché. Et voilà, c'était la deuxième fois où je me suis fait hack, mais c'était assez rigolo quand même. Tu vois, du coup, il fallait faire des smart contracts, fallait faire un peu quelques trucs. C'était toute la partie lending NFT. Fallait regarder comment est-ce qu'on pouvait aussi rémunérer les joueurs, etc. Donc il y avait une partie transaction. C'est-à-dire que Et c'est comme ça vraiment que vous avez tenté de monter une boîte pour concurrencer un Axie Affinity? non, 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 en plus pour opérer, nous on opérait sur eux. Donc en fait on D'accord, allait ok. opérer, donc les joueurs ils venaient, et c'était plus pour, des espèces de scholarship ça s'appelait, c'était des joueurs qui n'avaient pas les moyens de jouer parce que le jeu était trop cher. Et du Hmm. coup nous on pouvait acheter des assets par exemple, et on leur permettait de jouer, donc via du prêt en fait, ils pouvaient jouer avec des NFT, et vu qu'ils jouaient, tu récupérais une partie des récompenses, du coup sur la chaîne. Et ça fallait faire tout un système de paiement, etc. Donc c'était assez intéressant, on avait fait une automatisation via Discord et tout, et c'était pas mal, on avait des joueurs, c'était cool. Et puis après voilà, il y a eu quelques soucis, comme le Ronin Bridge qui s'est fait complètement exploiter par Le Lazarus, fameux. qui sont venus. Ouais, et eux, quand je les ai vus revenir, j'ai dit non, pas vous, pas encore. Moi, je croyais que c'était le Far West, je me suis dit, oh, c'est trop cool, ce milieu, il y a personne, c'est complètement le zoo. Et après, j'ai vu là. Ça, c'est la première fois que je voyais une APT dans Web3. Et étonnamment, c'est là que j'ai compris qu'en Une fait, ça allait APT? être. Ouais, une APT, Advance. Comment t'appelles ça, comment, un groupe étatique, quoi, qui, Ok. qui commençait à faire mal. Et vu que c'était la première APT que je voyais, j'étais en mode, waouh, c'est fou qu'ils arrivent maintenant, parce que je pensais que c'était un peu un truc qui était pris au. Comment enfin que les cryptos c'est un peu un truc pris pas au sérieux du tout quoi finalement. Et quand ils ont pris ils avaient volé 600 millions Ouais. comme ça, je sais plus c'était massif et du coup là je me suis dit putain ouais, ça va être quelque chose quoi. Ça va être quelque chose dans le futur et c'est sûr que les gens ils vont commencer à avoir des teams blue team et tout, la sécu ça va être quelque chose et c'est là ouais, j'étais en mode OK. Et je faisais un peu de sécu sur Web3 à ce moment-là, tu sais un peu d'Eterno, des choses comme ça. Mais je faisais pas plus que ça quand eux ils ont vraiment tapé et qu'ils ont volé 600 millions. C'était pas une vulnérabilité smart contract, hein, c'était une vulnérabilité humaine. Ils avaient fiché un des développeurs et c'était un problème de centralisation. Ils avaient récupéré la main sur je sais plus combien il fallait de clés Sur le pour avoir multisig, l'accès au ouais. multisig. Hmm. Ouais. Et puis une fois qu'ils avaient le multisig, ils ont fait les transactions. Et le truc, l'anecdote de ouf, c'est que ça a duré une semaine pour qu'on se rende compte qu'ils avaient volé 600 millions de dollars. Parce que c'est une semaine après qu'il y a la première alerte qui tombe. Et c'est pour ça que moi je suis en mode, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, tu vois. Enfin, genre, comment c'est Ouais, possible? Il toi y a qui 600 viens du millions Web qui manquent. 2 avec tout ce que tu as pu mettre en place chez Geodis ou Oui, non, ailleurs, tu mais. vas te dire, Ah, pour mais des vols de données d'utilisateurs dont tout le monde se fiche, entre guillemets, là on vole 600 millions et on met une semaine à le savoir, quoi. À mais vérifier. une semaine. En plus, c'est on-chain, c'est-à-dire que c'est de la donnée publique et tout. Comment c'est possible? C'est-à-dire que les gens ils monitoraient pas. Pendant une semaine, le bridge il était vide. Enfin, c'est fou quand même, non? Enfin, moi j'étais là, genre, mais c'est complètement lunaire. Et ça avait été, ouais. Là, j'ai compris. Quand j'ai vu ça, ça m'a. Je sais pas comment te dire, mais j'ai dit, vas-y, je vais bosser là-dedans, quoi. Tu vois, je vais trouver un moyen de rentrer, je sais pas comment faut faire, je sais pas ce qu'il faut suivre, mais en tout cas, parce que c'est fou. C'est fou comme milieu, ça mélange les deux, la finance et la sécu. Il y a tout à faire. Il y a des gens, ils arrivent à voler de l'argent pendant une semaine, ils sont pas détectés, et c'est pas un peu d'argent, ils ont volé 600 millions. C'était fou, quoi. Et donc après, tu as transitionné dans une firme de consulting
plutôt très connu, Certic. Comment ça s'est fait C'est ça, ouais. ta transition entre cette boîte que tu avais montée avec tes potes et ton embauche Et chez bah Certic? alors, ouais, bah du coup, moi je travaille donc dans cette boîte-là, donc dans ma boîte à moi, je continue évidemment bah du coup la sécu à côté, je fais quelques trucs, tous les Eternals, les Undeveloped DeFi, toutes ces choses-là. Et je suis intéressé par un des trucs qui me plaît pas mal, c'est le flash, tout ce qui est flash loading, etc. Parce que du coup, ça fait venir la partie MEV, que moi, je ne savais même pas que ça s'appelait MEV à l'époque, quoi, hein. Mais c'était plus la partie, vraiment, tu pouvais arbitrer les transactions à la base, mais tu pouvais t'en servir comme un nouvel outil, vu que c'est un nouvel outil que personne connaissait, tu pouvais t'en servir pour faire des attaques. Parce que sur les marchés financiers, t'as pas des gens qui ont unlimited amount of money instant. Donc ça n'existait pas. Donc c'était de nouveaux invariants qu'il fallait mettre en place, quoi, finalement, parce que ça n'existe pas, c'est un nouvel outil. Et ça me plaisait de fou. Et là, du coup, je regarde un peu bah, qu'est-ce qu'il y a comme potentiellement structure qui fait ça. Et je savais pas, du coup, je vois trois boîtes en fait quand je vois le truc. Je vois du coup bah, Certic, je vois Binance qui cherchait du monde, et je vois Trailbit, du coup, qui avait un truc. Donc bah, j'ai appelé Alors, quand chez les tu dis trois qu'ils boîtes. cherchaient du monde, c'est qu'ils cherchaient du monde sur la partie sécurité? Ouais, ça, ouais, sur la partie Ok, sécurité, ils d'accord. cherchaient des auditeurs, C'était des pas gens en pour faire de la MEV, sécu. ils cherchaient voilà, Non, non, pas plutôt en sur MEV, le en MEV, non, juridique. ils Ok. cherchaient. En MEV, j'ai jamais vu, malheureusement. Si, il y a des petits fonds, il y avait des fonds un peu particuliers, un peu, ça sonne un peu bizarre, mais ouais, il y a des petits trucs un peu particuliers. Mais non, non, là, c'était vraiment pour la partie sécu. Moi, j'étais intéressé par la partie sécu, je me suis dit, ok, il faut que j'aille voir par là-bas. Et j'ai vu ces trois boîtes-là. Et ce qui était fou, c'est que quand j'étais à Greuhac, donc en 2018, il y a Jocelyn Fès qui était venu, du coup, faire à la Greuhac un workshop sur Manticore. Euh, non, ouais, c'est ça, non, ils étaient venus en 2000, non, excuse-moi. L'année d'avant, ils étaient venus pour Manticore. Donc j'avais dit, ouais, c'est incroyable et tout, c'est un outil pour faire de l'exécution symbolique. Que nous, on se servait pour craquer des binaires ou trouver des paves dans des binaires qui sont intéressants. Ils étaient revenus l'année après, donc Trilobit. Et sur ce coup-là, c'était pour Smart Contract. Du coup, et c'était le premier atelier qu'on a eu de Smart Contract Security de ma vie, que je voyais. Tout le monde était du pair. Et Jocelyn était en train vraiment d'expliquer des trucs, genre en mode, bah C'était voilà, en là, quelle année ça il n'y du a coup? pas de, c'était 2017, 2018, 2018, je Ah crois, il ouais, faut retrouver. La presse, elle est encore dedans. c'était très tôt, ouais. Ah mais il était arrivé, il montait avec Ganache, donc t'avais Ganache et Truffle, enfin tu sais vraiment le truc pourrave, il était là. Donc ça c'est votre adresse, ça c'est votre private key. Il y a personne qui comprenait rien, le workshop c'était comme ça. Et en fait, il a vraiment la vune qu'il avait montré, c'était, enfin il avait montré trois vunes, quatre vunes, et dont une, la première, il était là, on comprenait même pas que c'était une vulnérabilité. Donc je me souviens parce qu'on était là, mais attends, mais de quoi il parle? Et c'était la fonction, du coup le constructeur il était public, du coup tu pouvais le rappeler. C'est des versions de Solidity Ok. 4 ou quelque chose comme ça. Tu pouvais rappeler le constructeur et du coup tu pouvais réinitialiser le constructeur. Enfin, c'était n'importe quoi. Et j'étais là, mais attends, mais de quoi? Et on comprenait pas, c'était assez rigolo. Et à la fin on a discuté et tout, c'était vachement cool. Et c'est là la première fois que j'entendais parler de sécurité Web3, tu vois. Enfin, pas Web3, mais juste sécurité sur smart contract. C'était que sur Ethereum. Et il y avait déjà Trailbit, moi, même moi que je connaissais pas du tout pour la partie, tout le monde connaissait Trailbit pour la partie Web3 quand je suis arrivé ici. Mais moi je connaissais ces gens-là, je savais pas du tout qu'ils faisaient ça. Je croyais qu'ils faisaient que de la partie bah, Web2, du coup, pour la partie offensif, recherche, ils font des papiers, etc. Un peu à la Cure 53, tous ces trucs-là, là. Et moi j'étais en mode, ok, c'est fou qu'il y ait des gens comme ça qui viennent, c'est assez rigolo. Et du coup, j'ai appelé, parce que je me souvenais, j'avais vu le truc, je dis, ah ouais, très lobby, vas-y, bah, j'ai appelé pour trois boîtes. Et c'est comme ça qu'après, bah, j'ai rejoint Certic, quoi. Milieu 2022, après, dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, mars 2022, ouais. Et alors, Certic, tout le monde en y parlait, certains en bien, beaucoup en mal, pour des raisons plus ou moins obscures. Concrètement, toi qui as Mhm. vécu de l'intérieur, comment ça se passe? C'est quoi ton quotidien? T'as été embauché en premier lieu en tant qu'auditeur, c'est ça? Parce que je sais qu'après, tu as fait C'est d'autres ça, ouais. choses, mais en premier lieu, c'était vraiment sur de l'audit. Comment Ouais. ça se passe? Comment c'est organisé? Bah écoute, ouais, c'est une auditing firm, du coup, bah moi j'étais pris en tant qu'auditeur, j'avais demandé, bah voilà, juste, j'avais pas d'expérience vraiment en tant qu'audit, etc. Donc j'aurais demandé, bah est-ce que c'est possible de rentrer, voilà, juste en junior, quoi. Donc je suis rentré, et ils ont commencé, voilà, c'est très Donc là, simple. tu n'avais jamais C'est, audité un smart contract de ta vie, à proprement parler, faire une review ah, avec un rapport d'audit, etc. alors si si ouais si j'en avais fait mais que pour enfin tu vois des pour moi en fait finalement parce que même déjà dans les entretiens ils sont assez et c'était dur en fait les entretiens quand même pour l'époque enfin dur pour Certic c'était dur tu vois t'avais quatre entretiens avec on parlait de code ensuite un CTF de 5 jours donc il y avait des Ah choses il ouais, fallait 5 jours. ouais ouais ouais. Bah moi ouais ouais bah, c'était en fait moi je connaissais pas Paradigm CTF en fait à l'époque et en Ok. fait ils s'étaient embêtés à faire un truc niveau Paradigm pour faire du lending et il fallait éclater un truc à la Ave quoi à la AV et il fallait essayer de faire un truc dans le genre ça prenait ensuite bah, t'avais un challenge t'avais deuxième challenge et t'avais un troisième challenge donc en gros tu vois vu que tu dois faire les trois à chaque fois tu dois faire un rapport
T'avais les détections de backdoor aussi, ça, c'est intéressant. Ils voulaient comment est-ce que tu détectes les backdoors si potentiellement le projet il va rug pull ou pas, parce qu'il y avait beaucoup de projets qui faisaient ça. Et non, franchement, c'était ça. Et donc j'avais fait toute cette partie un peu toute la partie Steph, et j'avais fait évidemment des code review pour moi, quoi. Essayer de me Ok. préparer parce que je me suis dit quand les gens ils vont arriver, c'est sûr qu'ils vont me demander des choses. Donc j'avais fait de la code review moi-même, me dire ok, et je me souviens, j'étais en train de réfléchir sur la criticité. C'était le début où tu es en mode, même maintenant encore, hein, il y a des vulnes, mais maintenant ça paraît plus évident. Tu vois, je me dis ah, est-ce que c'est grave que le gars il, genre les centralisations de risque au début, j'étais là en mode est-ce que c'est si grave que ça, tu vois, parce que je me disais ouais c'est vachement grave, mais toute façon, c'est le projet, c'est l'application, quoi, tu vois. Et Hmm. tu vois, vu que tu comprenais pas réellement, ouais, non, mais là, ça a quand même la vocation d'être décentralisé vraiment Ouais, 100%, c'est mais le eux, c'est pas vraiment paradigme le cas. du Web3 qui est quand même grandement C'est différent de ce ça. que tu as pu connaître dans le Qui était un Web2. peu, ouais, qui était différent. Les gens qui avaient la gestion sur les proxys, etc. aussi, j'étais en mode, ah, ok, est-ce que c'est le cas? Donc, c'était toute cette partie-là. Et là, ouais, je me retrouve là-bas. Donc là, pendant un mois, ils te filent, j'ai shadow des gens, hein, finalement. Donc, je leur ai dit, bah, moi, je veux apprendre des trucs. Et donc, tu shadow des gens, donc tu pars avec des gens. Et dès qu'il y a un audit qui arrive, donc eux, bah, c'est une auditing firm, ils trouvent un audit, ils placent des auditeurs selon leurs compétences. Si c'est un truc mathématique, ils vont prendre un mec qui fait souvent PhD en maths, etc., qui n'ont pas une connaissance de fou vraiment du langage, de Solidity ou quoi. Et par contre, qui vont être très très forts en maths. Ils vont prendre des gens, enfin très forts en maths, qui va avoir une très bonne connaissance des maths qui vont être appliquées dans ce domaine-là. Si c'est du Uniswap B2, ils savent qu'ils ont des gens qui font du Uniswap B2 qui sont très bons, qui connaissent les constantes formula. S'ils veulent faire du Uniswap B3, ils ont cette personne-là. Tu vois, et c'est des gens qui ont peut-être pas la meilleure connaissance au niveau vraiment coding syntaxe, tu vois, mais ils vont avoir une connaissance vraiment logique. Ça, c'est intéressant parce que on le voit, il y a des auditeurs récemment, là, ils ont trouvé des vulnérabilités de fou. Le mec, il avait jamais fait de Rust. Je sais plus pour Ouais. quel c'était Zk Sync, voilà. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, vraiment, c'est des bugs logiques. Hein, donc ça, c'est intéressant d'avoir ces profils-là. Et après, il y a les gens moi, c'était plus mon cas, c'est comment est-ce que vraiment dans le langage, tu trouves les bugs. Et donc, t'es mis avec eux. Et pendant un mois, voilà, on fait ça. Donc, on fait des audits. Quand je suis arrivé, ça allait encore. Il y avait quelques audits, tu vois. Euh, j'ai fait 2 audits en shadow en fait. Et après voilà, on a commencé à me donner mes premiers audits. J'étais pas tout seul au début. Et voilà, on te file voilà, simplement bah tu audites à plusieurs, tu mets en commun avec l'autre gars, tu vois ce qu'on en pense. On avait un gars qui reviewait, qui chapeautait un peu le truc pour savoir. Tu fais ton Quand vous êtes en rapport. équipe, c'est-à-dire que Et vous faites chacun de votre côté et après vous mettez en commun vos idées ou vous auditiez vraiment tous les deux en même temps en live sur un channel vocal par exemple? bah non non non, on était chacun plus de notre côté. Ça dépendait vraiment parce qu'au début, il y avait Fred qui était avec moi, du coup un gars de Mevsec, du coup qui est trop cool. On fait un coucou à Fadam, qui lui était déjà chez Certic du coup. Et donc lui, il était sur la même time zone que moi. Donc ça, c'était quand même plus agréable. Donc là, vraiment, on essayait d'être ensemble. On s'appelait pas constamment, mais par contre, on pouvait s'appeler share screen et on partait pendant 2 heures à essayer de comprendre un truc quand on savait pas quelque chose, etc. Et il me montrait un peu aussi lui l'expérience qu'il avait. Et ensuite, par contre, après il y a Fred qui est parti. Moi, je me suis retrouvé du coup plus avec des gens qui étaient sur d'autres plaques, en fait, d'autres time zones. Donc là, c'est plus difficile. Sinon, c'était soit le soir très tôt, soit le soir très tôt, pardon, soit le soir, soit très tôt le matin. Donc c'était un peu compliqué au niveau des heures, mais bon après s'il fallait faire souvent ce que je faisais c'est que je restais plus tard le soir parce qu'il y avait des moments où j'étais pas confiant avec le code quoi. Donc ce que je faisais c'est que peu importe s'il fallait rester jusqu'à 22 heures, bah, on restait jusqu'à 22 heures. Lui il se levait le gars, enfin lui il était déjà debout mais vu qu'il avait des choses à faire. Et après on essayait de mettre en commun, on essayait de partager. Et voilà c'est ce qui se passait. Mais globalement chacun de son côté, et après on partageait. C'était souvent ça. Ou alors on s'appelait, puis après ça partait un peu en, tu sais, ça part un peu en vrille, et tu pars pour 2 heures avec quelqu'un parce que tu sais, t'avais un truc, tu sais pas trop comment exploiter. Lui il a été ah moi j'ai vu ça aussi, et puis après ça part le truc habituel quoi, le vrai snipe. Et ouais c'était Et ça. principalement tes audits c'était sur du Solidity, du smart contract assez classique ou tu as vu une multitude d'autres choses? Ouais ouais car bah j'ai fait du Rust aussi. Donc j'ai fait Solidity, j'ai fait du Rust. Il y avait Certic ça auditait tellement de choses, c'était assez fou. Ça faisait du SUI, Aptos, toute cette partie-là avec du Move. J'ai pas mis la main sur Move, etc. Juste durant quelques CTF, mais sinon pas plus que ça. Rust, j'ai fait un audit de L1. Parce que je leur disais, moi je veux faire du L1, je veux faire du L1. Le smart contract, j'aime bien, mais toute la partie finance, etc. et tout, ça a vite tendance à me. Je suis moins fan. Moi j'aime bien toute la partie L1, vraiment comprendre comment ça marche les blockchains. Et donc on Tu a veux dire eu la partie des audits infra de L1. purement, Ouais, get, ouais, L1, c'est ok. ça, Gef, toute cette partie-là, ouais. Ça j'aime bien, Ref, tout ça, tous les nodes, comment ils tournent, c'est vraiment un truc qui me plaît. Et c'est pour ça qu'après, bah, du coup, je leur ai dit, moi je veux faire ça. Ils m'ont dit, ok. Ça c'était cool, ils m'ont mis sur un L1. Et là j'ai vraiment compris que j'avais ça en fait. Genre, c'est vraiment le truc que je voulais faire. Donc un peu après ça, j'ai compris bah, que j'allais pas m'orienter vers du L1. Mais vu qu'ils faisaient quand même trop de Solidity, parce que bah, c'est une auditing firm qui était connue pour ça vraiment, et que même ils ont beaucoup de Solidity en client.
Et il y a beaucoup moins de L1 en fait à auditer quand tu y penses. Parce que les L1 c'est quand même un truc un peu plus rare que Ouais, des puis une apps. fois que c'est fait, tu t'y touches plus pendant longtemps, quoi. Ouais, ils aiment pas trop. Après, bon, ils font des petites mises à jour et tout. Là, Ethereum, là, ils font souvent des mises à jour dans le Kun, etc. Faut faire attention. T'as vu avec les blobs, ils ont rajouté des choses dans les blobs et ça a pas plu. Il y a eu un déni de service potentiel qui a été catché là par la core team. Du coup, bravo, mais faut faire attention, tu vois, ouais, quand ça introduit des nouvelles choses, etc. Mais c'est quand même moins d'audit que de Solidity, quoi. Et après, du coup, tu as fait la partie purement audit, ça a fait combien de temps de ton expérience chez Certic? T'as été resté quoi, 6 mois, un peu plus, je crois? Chez Certic, je suis resté un an et demi. Un an et demi, Ouais, ouais. mais la partie audit pure, pardon. La partie audit pure, je suis resté 9 mois. 9 mois, ouais. 9 mois. Et après, du coup, tu 9 avais mois, on dit, demandé ouais. à switcher plutôt sur une partie dev, et là, tu faisais quoi concrètement? Tu développes quoi chez Ouais, Certic? alors du coup, ouais, ça va. Du coup, moi, l'audit, c'était un peu rébarbatif, etc. Je voulais faire du tooling. Donc, ce que j'ai essayé de faire, du coup, c'était plus du tooling pour les auditeurs. Donc, j'ai commencé à faire des choses en interne pour aider les auditeurs à aller plus vite. Typiquement, quand tu as, par exemple, un smart contract, tu veux identifier, je sais pas moi, plein de choses avec l'AST. On peut faire plein de trucs qui sont cool, comme identifier quelle fonction n'a pas de modifier, etc. pour savoir qui c'est qui est honneur, savoir s'il y a des incohérences de langage. Un peu des static analysis, quoi, Un finalement, static analyzer, etc., quoi. Ok. etc. Static Analyzer. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait des trucs pour aussi pour les parties quand tu exécutes directement pour que tu puisses faire des diffs de code parce qu'on a beaucoup de forks à auditer. Le diff, c'est la vie. C'est vraiment un truc qui est vraiment important et qui est massivement utilisé pour identifier des bugs. C'est vraiment les introductions de bugs. Et ça, si t'arrives à faire du bon diff, ça c'est très très sympa quoi parce que ça va vraiment aider l'auditeur pour aller plus vite et tu peux identifier des bugs mais très vite dans des codebases qui sont très grandes. Ça c'est bien. Parce que quand tu arrives dans des grandes codebases, que tu diffs n'importe comment, c'est très difficile. Alors que tu vois, un bug chez Optimism qui était reward 2 millions pour Soric, c'était un simple diff qu'on pouvait identifier très très vite et on voyait qu'il y avait un des opcodes qui possédait pas le self-destruct qu'il fallait correctement. Et c'est fou quoi. Donc Et là, c'est du plutôt diff, c'est toi très important. qui pilotais au quotidien les idées que tu avais envie de développer, ou tu avais, j'imagine, je sais pas, un backlog, et puis tu étais plutôt... Non, non, ouais, carrément, on avait un backlog et en gros, parce que ce qui se passait, c'est que les auditeurs ou tous les gens, bah, bon, après, moi, j'avais été auditeur aussi, du coup, bah, je savais quel outil je voulais, par exemple, tu vois. Tous les outils que je voulais, on les proposait. Et donc, en gros, tu avais une espèce de commission d'architecture qui prenait, qui disait, OK, ça, ces outils-là, faut qu'on les build, cela faut pas. Et c'est ce qui se produisait. Mais après, du coup, j'ai fait de la simulation, du coup, REVM, pour essayer de faire du MEF classique, mais front-running d'exploit, quoi, par exemple, tu vois. Donc, dès que tu as un exploit qui passe, comment est-ce que tu peux essayer de l'identifier? Donc avec de l'heuristique, etc. Et essayer de avoir la capacité comment est-ce que je peux dire, de front-runner l'exploit ou de l'arrêter par exemple. Parce que parfois t'as pas envie de front-runner un exploit pour des raisons légales, etc. Par contre, ce que tu Ouais. veux peut-être faire, c'est peut-être poser le contrat, tu vois, pour Hmm. éviter d'avoir des problèmes. Si t'arrives à poser le contrat, c'est déjà sympa, tu vois, t'as pas trop de problèmes Oui, si tu arrives juridiques. à T'as, identifier ouais, l'exploit t'as pas et volé le poser d'argent, avant que t'as la juste, transaction c'est ça. passe. Voilà. Et si t'arrives pas à poser le contrat, peut-être récupérer ton argent à toi, tu vois. T'as pas Hmm. volé d'argent, mais tu t'es protégé toi-même. Bon, désolé pour les autres gens, mais voilà quoi. Ça, Mais ça déjà, faisait partie tu, du tooling que tu développais chez Certic. c'est ça. Ok. Et après, ouais. Donc j'ai fait ça, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et la réponse sur incident, putain, on a oublié. La réponse sur incident, quel enfer ce truc-là. C'était. Ah ouais, c'était ouais, la réponse sur incident, du coup, comment Certic, ils ont un pôle de réponse sur incident, et c'était. Ils avaient vu que je faisais de la réponse sur incident dans le passé, ils m'ont dit, bah allez, on va t'envoyer sur de la réponse sur incident Web3. Et ça, alors ça c'était intéressant, mais par contre c'était dur, hein, parce que du coup, tu te retrouves dans n'importe quel protocole qui vient de se faire éclater. Dès que c'était déclenché, il fallait investiguer, comprendre si on pouvait récupérer des fonds, et comprendre s'il y avait d'autres protocoles qui étaient vulnérables. Et comprendre l'attaque, et ensuite on faisait des articles techniques, et on les partageait. Et En interne, du coup. non, c'était plus, enfin, d'abord interne évidemment, certains restaient internes et d'autres restaient portés en public en fait. Du coup, c'était pour voilà, discuter un peu de tout ça. Et, et ouais, et ça par contre, il y a eu des exploits de fou quand j'ai travaillé là-bas. J'ai pas eu de chance avec ça sur mon shift. En fait, les attaquants, ils étaient sur mon shift à moi et du coup, ouais, j'ai eu des trucs, j'ai eu quoi, Euler, j'ai eu Flashbot, j'ai eu Platypus. J'ai eu des trucs pas cool quoi. Et du coup tu te retrouves sur ton temps de travail parce que du coup après il faut gérer avec ton temps la suite. C'était pas compté dans le temps de réponse sur incident. Enfin Ouais, c'est-à-dire que tu fais excuse-moi, le temps de... ton développement de tooling sur lequel, je veux dire, tu es attitré, et puis il y a un exploit qui pop, tu quittes tout, tu stoppes tout et tu passes là-dessus, quoi. Ouais ouais effectivement, Qu'importe ouais, l'heure, je c'est dirais, ça. et qu'importe tes priorités Ouais, par bah jour. c'est ça, parce que surtout quand c'était un client. Alors c'était un client, c'était encore Ouais, pire du coup. j'imagine. Là fallait donner pas de blanche et tout, fallait faire un rapport. On appelle ça des post-mortem du coup, parce que bah là c'est probablement. Alors même si c'est ça c'était assez faux parce que bah, du coup même si le client il a introduit du code
qui est pas toi, parce que toi t'as audité le truc, bah t'as dit que c'était ok, enfin Certic a audité, ça dit que c'est ok, il y a un bug qui est trouvé dans le futur, dans quelque chose qui a été rajouté, bah toi tu fais quand même un post-mortem et t'es quand même en stress, parce que déjà tu sais pas, tant que t'as pas encore identifié correctement, dans des Ouais. codes base complexes, et ensuite t'avais des fois où t'es là en mode mais il est où, c'est quel commit, etc. Mais non, mais, et en plus le client, lui il est pas content, il dit ouais mais c'est vous qui avez audité ça, etc. Alors que c'est pas toi, et alors là c'est assez compliqué, ça rajoute du stress là où il en faut pas, parce que finalement faut aller vite pour essayer d'identifier ce qu'il y a d'autres protocoles, qui c'est qui a audité ça, est-ce que cet auditeur-là par exemple il a audité d'autres choses, il a loupé cette lune plusieurs fois, typiquement, parce que s'il la connaît pas très bien, est-ce que c'était un coup de fatigue, ou c'est vraiment, il avait pas la connaissance correcte qu'on pouvait faire ça, par exemple, tu vois. Ou ces auditeurs-là, s'ils sont en groupe. Et ça, quand ça arrive, c'est moins grave, parce que du coup, faut repasser ailleurs, il faut aller vite. Donc ouais, c'est assez fou. On a eu Viper aussi, putain. On a eu Viper, Ah mais oui, qui était Viper pas... avec le compiler, Euh, celui-là, on a entendu parler. ah ouais, celui-là... Parce que c'était un audit de Certic à la base, c'était un client de Certic ou même pas? Non, on avait eu des clients qui utilisaient cette version de Viper-là, mais c'est surtout que c'était une 0D Viper, et que c'était un dimanche, je me Oui, c'était souviens, tellement et du coup, massif que... c'était tellement massif, du coup, on avait été appelé aussi. On avait fait toute la nuit. Enfin, c'est assez particulier pour essayer d'identifier combien il y avait de protocoles qui avaient été potentiellement compromis, est-ce qu'il en restait, ce qu'allait être la suite. C'était assez fou, quoi, du coup, parce que on avait eu de la chance avec Viper que Curve et que le reste, Lido, parce qu'ils utilisaient du Viper aussi, une partie, hein, qui soit pas vulnérable à ça. Ça te fait en tout cas une sacrée introduction au Web3, enfin surtout à la partie sécurité du Web3 avec une expérience pareille chez Certic, parce que bah, t'en as mangé de l'audit, t'en as mangé du tooling, t'en as mangé de l'exploit. Ouais. Du coup, t'as décidé de quitter Certic fin de l'année dernière, je crois, pas très, à peu près autour de Istanbul, je me rappelle quand on s'est vu là-bas. Ouais, Qu'est-ce que c'est tu ça, fais du coup maintenant? novembre. Tu es devenu indépendant, tu as toujours C'est ta ça. communauté MFSec, hacker, tu m'en parles un peu plus juste après, et qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu as prévu pour le futur? Eh ben écoute, ouais, c'est ça. Bah, là, je fais un dev, donc ce que je fais, c'est que on fait des contests. Il y a souvent Franck qui arrive avec un nouveau contest en tête, on peut y aller. Euh, Globalement, ouais, j'ai pas plus de choses maintenant, je suis beaucoup plus libre. Ce qui se produit, c'est que bah, dès qu'il y a des contests, je les fais parce que la première fois que j'avais entendu vraiment parler de contest, il y a très longtemps, mais j'avais jamais fait de contest. Et c'est toi qui m'avais dit à Istanbul, tu devrais tester des contests, etc. et tout. Et du coup, bah, j'ai fait mon premier contest qui s'appelait Zeta Chain, donc avec Franck et tout. Et c'était vraiment cool, en Vous avez fait. On fini avait, cinquième, une super perf en plus. ouais, non, c'était bien, franchement. Alors, un peu dégoûté parce qu'on n'avait pas. C'était la première fois qu'on était un L1 en Gef, etc. par là-bas. Enfin, c'était du Cosmos, mais avec une partie Gef. Et donc, c'était vachement intéressant. Moi, j'avais beaucoup aimé. Franchement, j'avais beaucoup aimé le fait que tu sois vraiment indépendant, que tu fais ce que tu veux, etc. Donc, je dis, ça, c'est sympa. Donc, on a attaqué, la partie avec Mapsec, donc, de l'audit. Un peu de tooling, on fait pas mal de tooling. Là, actuellement, je fais que du tooling. J'ai pas fait de contest depuis un petit bout de temps. On avait fait Blast, mais j'ai pas fait plus que ça. Mais ouais, la petite tooling quand on est en train de créer les outils. Des... Du spoiling que tu peux nous faire sur le tooling que tu es en train de préparer? Ouais, c'est des choses pour. Il y a une partie, c'est pour évidemment, c'est proche c'est vraiment c'est du MEF pur. Hein, c'est comment est-ce que on peut aller plus vite on-chain pour essayer de détecter des choses et ensuite essayer de front-runner potentiellement des transactions intéressantes. Et l'autre reste du tooling, c'est plus une partie entre le static analysis de masse, on va dire. Tu vois, c'est plus un espèce de. Il y a des outils qui étaient très utiles. Qu'on avait dans Web 2 que je veux essayer de ramener. Par exemple, mass scanning, Nuclei, des choses comme ça, qui sont des outils qui étaient très très utilisés pour bah, faire du mass scan, quoi, finalement, c'est intéressant. Et C'est-à-dire, par exemple, tu identifies un pattern, une vulnérabilité ou quelque chose, et ça va scanner toute la blockchain pour bah, des patterns similaires sur des contrats déployés. ouais, ouais, un peu, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, c'est assez intéressant. Et après, dans les introductions aussi, donc dans tout ce qui va être les upgrades, travailler aussi sur la partie upgrade parce que c'est un peu un truc assez particulier où les gens, ils auditent, quand on y pense, ils auditent quand même très peu parce que c'est très coûteux de euh, réauditer juste une partie d'un Diamond Cut ou même d'un proxy UPS. Ils le font pas parce que c'est une toute petite feature et on se rend compte qu'il y avait des trucs mais lunaires qui sont vraiment qui ont été Ouais, introduits il y a des implis. plusieurs fois. Ouais. Moi j'étais en réponse sur plusieurs fois et ça m'a fait halluciner ça. Parce que tout le temps c'était ça. Le premier truc que je regardais tout le temps c'était est-ce que ça a été, si c'était un proxy, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été introduit récemment? C'est le premier truc que je regardais. Et ensuite si c'était pas le cas, je commençais à fouiller vraiment dans les TX, essayer d'analyser. Et pour le futur, c'est quoi le plan? Bah écoute là pour l'instant je sais pas trop. Je continue comme ça, j'ai envie de terminer le build vraiment. J'ai pris du temps, ça m'a fait plaisir. C'est vraiment le truc là, c'est vraiment, on build des outils, on va voir comment ça se passe. Il y a le bull market qui est en cours, on verra combien de temps il dure, si on verra tout ça. C'est des choses qui sont super cool aussi. Faut pas oublier que les marchés qui sont aussi, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Il va y avoir beaucoup plus de monde qui va arriver.
C'est pas forcément une bonne nouvelle de partout parce que ça veut dire que la compétition elle va augmenter, hein, parce que du coup il y a des nouveaux gens qui vont être intéressés, qui sont probablement des gens qui sont très très smart qui vont arriver sur le marché. Et au fur et à mesure les gens ils changent d'avis. Moi je me rends compte parce que j'ai encore ma communauté de Web 2 où il y a des gens qui sont très très talentueux, qui maintenant travaillent pour des grosses boîtes et qui commencent à s'intéresser à Web 3. C'est une bonne nouvelle mais c'est pas une bonne nouvelle pour les hunters du coup. Toi, justement, quel pied dans les deux? Il y a ce son de cloche un petit peu que le Web 3 et la sécurité dans le Web 3, c'est très critiqué et assez rié par les vrais experts du Web 2. C'est quoi ton ressenti, toi, par rapport à ça? Malheureusement c'est vrai. Quand je regarde vraiment la plupart des experts, des gens qui sont en tout cas qui connaissent bien le métier Web 2, que moi j'admire, etc. En tout cas, ouais, ils n'ont pas une bonne vision de notre écosystème, mais d'un côté on peut pas leur en vouloir. Notre écosystème c'est le vrai zoo hein, actuellement. Faut pas se mentir. C'est des trucs de fou. Même récemment là, sur la communauté de Solitor, j'ai envoyé un truc où on a pu répondre. Un des gars il a front-run, il a voulu faire une white hat rescue, donc il a il a même pas front-run, il s'est fait front-run. Et du coup, c'est un problème, par exemple, que des gens ils puissent se dire, bah écoute, je vais tenter une white hat ratio comme ça, je sais même pas comment ça se passe au niveau juridique. On sent vraiment qu'on a un niveau de maturité légal. C'est assez hallucinant, quoi, hein. Si tu fais ça dans Web 2, par exemple, bon alors maintenant c'est quand même beaucoup plus simple, mais dans Web 2, j'ai des amis qui ont, mais ne serait-ce que fait un milliardième de ça, et ils ont eu des problèmes avec la loi, quoi. Après, bon, ils ont été évidemment relaxés, etc., parce que bah, c'est pas le cas, mais je veux dire, beaucoup de gens, il y avait une époque sur Web 2, tu pouvais pas, enfin, moi quand j'ai commencé vraiment, c'est pas possible de faire ça. Pas possible, enfin, si tu fais ça, tu as des problèmes vraiment. Et ici, c'est n'importe quoi, parce qu'en plus, les sommes, elles sont bien plus importantes, et il y a beaucoup moins de choses. Et le truc qui est complètement fou, je pense, c'est Platypus, c'est un exemple où la justice française, elle comprenait pas réellement ce qui se passait. Elle a relaxé les individus qui ont qui ont été white hat. C'est quand même sacrément fou quand même parce qu'ils ont été white hat. Ouais, Il y avait ouais, rien de des white hat gros là-dedans, guillemets hein. sur le white hat, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ça, il y avait. pour des white hats, c'est complètement décrédibilisant. L'attaque, c'était complètement n'importe quoi. À la fin, ils se sont trompés. Ils ont brûlé quasiment En plus, ils ont perdu 7 les fonds, millions je à crois. l'intérieur. Ils ont volé mais 7 perdu. millions, Ouais, c'est ils ça. ont, ouais. Et en plus, ils ont réussi à upgrade les proxys, et puis ils ont récupéré l'argent parce qu'ils avaient un approval unlimited qui était bloqué dans le contrat. Parce que, non, il avait bloqué, oui, t'as raison, excuse-moi. Ils avaient bloqué 100% de l'argent, mais ils ont pu récupérer 1 million. C'est ça. Parce que du coup, il y avait pas de withdraw dans le contrat. Ça, c'est quand même complètement fou. Enfin, tu vois, c'est un niveau de maturité où c'est complètement fou de se dire qu'il y a des attaquants, ils ont un niveau pour déclencher des attaques, qui sont quand même, stress quand même encore intéressants, parce que quand même, faut la trouver. Il y a des bug bounty programmes, il y a des gens qui passent pas partout. Je suis d'accord qu'il y a des vues, elles sont complètement, c'est souvent ça, hein, dans la sécu, c'est, ouais, mais cette vue-là, elle était évidente, mais c'est évident après. Mais c'est évident après parce que tout le monde commence à parler de ça commence à rentrer dans ta tête, et évidemment, ça commence à rentrer, c'est beaucoup plus facile. Mais il faut quand même aller trouver ce protocole-là, commencer à faire ça. Il y a des vulnes qui sont paraissent évidentes, qui ne le sont pas à première vue en fait. Et se dire que ces gens-là, ils trouvent ça, mais qu'après ils bloquent l'argent dans les contrats, et c'est pas une fois, deux fois quoi. Le gars de Paraspace, moi j'étais en réponse sur incident, on voit qu'il y a un incident en cours. Je me dis, mais pourquoi il exploite pas le programme? Tu vois, pourquoi il exploite pas le contrat, tu vois? Et en fait, il savait pas juste set la gas limite. Ça c'est quand même fou. Il savait pas le set la gas limite sur Ethereum, le gars il a perdu, je sais pas comment, et du coup bah, les gens ils ont vu ça, ils se sont front-run et ils ont performé une white hat rescue, mais c'était fou. Moi je voyais, mais attends, en plus ça te répond, ça te dit, attends, il y a un problème de gaz, tu vois. Il te le dit, et Ethereum il est gentil, il dit, attends, si tu veux exploiter le contrat, bah écoute, mets le gaz correctement. Et le gars, il l'a pas voulu. C'était Fais les complètement choses fou. bien. Peut-être avec le stress, ouais, peut-être aussi après on parle pas, mais quand t'es dans cette optique-là aussi, t'as une partie de stress qui peut commencer à être importante. Moi j'ai jamais fait perform de Black Hat à 4, donc je veux pas de ça, donc je vole pas d'argent, mais je pense que quand t'es en train de peut-être que ouais, tu commences peut-être à stresser, ouais. Donc il est possible qu'il y ait des choses comme ça. Tu as évoqué les contests que tu fais récemment sur bah, les différentes plateformes. Tu te focuses principalement sur des L1 et du plutôt bas niveau, enfin plutôt de l'infra. T'en as d'autres Ouais. que tu as en vogue là, que tu comptes faire dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Bah là, je compte faire, ouais, peut-être les fraud proof sur Optimism. Ça m'intéresse, là, qui est sorti sur Ok, Sherlock. ah, il est beau lui. Ouais. Mm. Ouais, bah il a l'air d'être joli, c'est un beau field. Et sinon, ouais, je veux que faire du L1 ou du L2. Là, tout ce qui était Blast, j'ai adoré. Zeta Chain, adoré. Je trouve que c'est vraiment cool, toutes ces choses-là. J'ai pas eu le temps de faire Hydra DX, par exemple. Donc je suis un peu dégoûté de la partie Rust, là. J'aurais bien voulu jeter un coup d'œil. Et Fala Network, aussi, C'est pour du du rush Polkadot. sur Polygon, je crois. Polkadot, ouais. Et Avec Bug des Bounty, palettes. t'as testé? T'en fais un peu? On a remonté des bugs du coup. Ça c'est rigolo en fait, mais de manière involontaire en fait. C'est plus, on cherche pas à faire du bug bounty avec Mepsec, mais en fait en cherchant dans les contests qu'on a trouvé là en fait, on a trouvé des bugs dans des librairies souvent externes qui sont utilisées etc. Donc on a remonté des bugs, ouais. On en a remonté plusieurs, ils sont encore en cours, mais ouais, on a remonté. Donc oui, on fait du bug bounty mais de manière indirecte. Je suis pas mal dessus, mais je voudrais bien en faire. Ça a l'air d'être vraiment très intéressant aussi de partir sur un scope.
Un grand scope comme ça a l'air d'être vachement intéressant. Une fois que j'ai fini le tout, potentiellement, je vais aller faire du bug bounty. Et sinon, j'adore cette partie contest où, en fait, ça fait tout, quoi. Parce que du coup, quand tu trouves des bugs dans les librairies externes, pour ça, moi, je cherche même les bugs pour Blast. On savait que c'était trop dur de trouver trop de bugs parce que ils avaient introduit peu de choses. On a bien regardé ce qui a été introduit. Je suis parti chercher dans Optimism, quoi. On a commencé à chercher dans Optimism s'il y avait des bugs ou des choses comme ça. Et on a trouvé des bugs, donc on les a remontés. Mais mais ouais, et puis après en plus ça te fait parfois ils peuvent compter pour ça fait une duplicate en fait, une duplicate parce que tu peux submit chez Optimism et tu peux submit aussi chez Blast dans le contest de Cantina. Donc ouais, c'est vachement intéressant je trouve et ça te fait une partie bug bounty sans que tu vraiment le veuilles et donc c'est un peu ouais, c'est un peu de comment on peut dire ouais, un accident positif quoi. C'est des accidents positifs où tu trouves des bugs à côté et ça c'est vraiment cool. Par rapport à l'expérience, parce que moi j'ai souvent eu cette discussion notamment à Istanbul avec des auditeurs plus ou moins expérimentés de firmes. Et s'ils se mettaient à faire des contests demain, ils seraient forcément dans le top 3, dans le top 5 parce que les contests sont relativement simples par rapport aux bugs qu'on puisse trouver. Est-ce que toi, de par l'expérience que tu as eu avec Startic, tu as ce ressenti aussi maintenant que tu arrives en contest, c'est beaucoup plus facile par rapport aux Alors, audits que tu voyais avant en firme? non, 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 pas du tout. Moi, je trouve que c'est même. Bah, après, alors, peut-être que je suis pas arrivé sur les meilleurs contests, mais moi, j'ai tapé direct un L1, donc Zeta Chain, et le deuxième, c'est Blast. Mais en tout cas, moi, je trouve que, tu vois, typiquement, les gens qui disent ça, bah après, peut-être qu'ils sont très. Ouais, je suis pas aussi fort qu'eux, peut-être, mais tu vois, c'est plus dans le sens, moi, je peux pas dire ça, que tu aies fait de l'audit avant, c'est sûr que ça t'aide de fou. Ça nous aide beaucoup parce que c'est évident, c'est ton métier, donc tu as des réflexes que tu auras plus. Mais t'as plein de vulnérabilités que tu auras pas. T'as des gens ça adore ce field parce que du coup, t'as des gens qui se spécialisent dans un type de vulnérabilité. Et en fait, que dans un contest, tu peux pas. Tu dois, pardon, dans un contest, dans un smart contract audit, tu travailles pour une firme, tu dois auditer tout le contrat. Donc t'as pas le temps de te dire, bah, moi vraiment, tu sais, t'as le nez, ça c'est trop bon, mais tu sens qu'il y a un truc quelque part, tu peux pas passer tout ton temps là-dedans. Donc ça, c'est un peu un énorme problème. Et donc pour moi, c'est pas. Moi, en tout cas, je pense pas que de mon expérience passée, je vais croche tous les contests. Hein, c'est une évidence. Bah, regarde, tu vois, sur Zeta Chain, j'ai pas fait premier, tu vois. On n'a pas fait premier, on a fait quand même cinquième. Et j'étais content de faire cinquième, tu vois, parce que c'était un gros L1, etc. J'étais content. Donc vraiment, j'étais content de la perf. Peut-être que on sait peut-être. Oui, il y a des choses C'était avec le combien de judging, slots, etc. Statchain? Putain, 120 000, je crois. 120 000 ou 200 000. Je sais plus, c'était Ah oui, beaucoup, c'était plus de 100 000. ah oui quand Bah, même, parce que ok. du coup, il y avait Ok. toutes les dependencies. Non, c'était beaucoup. Et ils ont toute la partie, ouais, c'est du Cosmos mélangé avec, ils ont une partie BTC, une partie Ether. Parce que c'est du omnichain, donc c'est plusieurs chaînes. Vraiment, mais, c'est pas de omnichain sur une seule, comme on a avec, par exemple, Cosmos ou Polkadot, où ça va être des chaînes où vraiment t'as la beacon chain, ou t'as la relay chain qui va agir, et donc tu vas rester dans le même écosystème. Là, tu sors de l'écosystème, donc à chaque fois, tu dois refaire un client, refaire des choses. Donc non, non, c'était gros. Je sais pas exactement, j'ai pas envie de dire bêtises, mais plus de 100 000 lignes, ouais. Donc non, c'était gros quand Ouais, même. c'était un sacré morceau quand même, quoi. Ouais, ouais. Ok. Et t'évoquais tout à l'heure MEFSEC, sur lequel on est rapidement passé en début d'échange. Si je peux me présenter un petit peu plus MEFSEC, ça t'est venu d'où? Je sais qu'aujourd'hui, c'est globalement une communauté Discord, un YouTube. Vous avez aussi mis en place des CTF. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, carrément. Bah du coup, bah là en plus on a refait la partie CTF, donc venez la tester s'il vous plaît. Euh, donc nous, C'est-à-dire, on est ça une ressemble à quoi? communauté. Bah, non, c'est juste l'infra derrière. C'est toujours pareil, mais c'est juste l'infra derrière qui était. J'ai migré sur. J'ai voulu migrer sur du Ref, donc les derniers nodes de chez partie Rust de chez Paradigm là-bas qui ont fait des jolis trucs. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire la migration. Ils ont un problème avec ce que je veux faire. Mais du coup, c'est une nouvelle migration sur GF. Donc maintenant, on a plus trop de soucis avec l'RPC parce qu'il y avait pas mal de soucis avec l'RPC où les gens ils avaient des petits problèmes à certains endroits. Donc là, c'est migré, donc là, c'est bon. Donc venez juste tester pour me dire si ça fonctionne bien. Je serais content. Et oui, par contre, alors c'est une communauté où alors à l'entrée il y a des challenges. Donc en fait, c'est simplement fait pour limiter l'accès aux gens de l'autre côté pour éviter qu'on ait trop de script kiddies. Parce que c'est un truc, voilà, les script kiddies, ça m'a traumatisé, j'en étais un, c'était pas bon, il faut lutter contre ça. Donc voilà, et finalement, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Bah c'est simple, on met juste des challenges pas à un niveau d'une complexité très importante, hein, juste des gens qui montrent qu'ils ont une connaissance suffisante pour résoudre les challenges, et s'ils l'ont pas, bah ils vont l'acquérir en fait. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, parce que s'ils ont pas la connaissance, et que c'est des skills, bah ils vont probablement arrêter parce que ça les intéresse pas. Et si c'est pas des skills et qu'ils veulent continuer un peu plus, ils vont passer le temps qu'il faut pour avoir ne serait-ce que les 300 points qu'il faut pour accéder à la plateforme, donc c'est-à-dire faire deux challenges, ou trois peut-être, deux challenges, et une fois qu'on a validé les points, bah, on rejoint la communauté, en fait. C'est juste une plateforme de CTF classique comme ça. Et de l'autre côté, on est quatre indépendants researchers. Alors, on a Fred qui travaille pour une boîte française, donc une grosse banque, et on a aussi Flo qui lui travaille pour une partie, une auditing firme, mais elle dans Web 2 au niveau suisse.
et on a Franfran et moi-même. Du coup, on est les deux gars Web3, donc ça fait des profils un peu différents. Et on fait des contests, on fait du bug bounty, on fait des choses comme ça. Ça dépend vraiment de ce qui se passe. C'est pas du tout organisé au fur et à mesure de ce qu'on veut faire. C'est plus, on voit ce qui arrive. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant potentiellement, et ben on saute dessus. Et on essaye de trouver des bugs ou des choses comme ça, on discute, c'est pas mal. C'est juste une partie vraiment, une communauté de sécu en fait finalement, euh, pour cette partie-là où on est tous les quatre. Et après, il y a la partie un peu plus ouverte, où il y a la partie CTF, où on partage des choses, etc. C'est vraiment la partie communauté de sécurité bien plus ouverte, où il y a le CTF. Et on encourage les gens à essayer de faire des challenges s'ils veulent les poster ou des choses comme ça. Voilà, il y a des gens qui nous ont envoyé des challenges, il faut que je les submit. Les gens peuvent Mais ouais. contribuer et rajouter des niveaux de CTF à votre plateforme, Tout à fait, ouais. à Ouais, MFSec. ouais, ouais, ils peuvent. Ils me disent juste un peu ce qu'ils pensent au niveau de la difficulté. Après, on les essaye. Et bon, faites pas des trucs trop durs, les gars, quand même, parce qu'après, j'ai pas envie que les gens aient trop peur pour venir, hein. Déjà qu'on a du mal à trouver du monde dans Web3. Donc, sinon, non, mais voilà, c'est juste de quoi faire des choses un peu sympas. Et après, maintenant, je pense qu'à terme, on va faire des choses un peu plus dures de toute façon, parce que il y a les challenges qu'on appellera genre mandatory pour, peut-être pas mandatory, mais tu sais, avec une barre, on dira, cela faites-les si vous voulez juste rejoindre la plateforme. Et si vous voulez vraiment vous casser les dents, je pense que maintenant on me fera des choses, maintenant que j'ai un peu plus de temps, des CTF plus compliqués, plus sympas, où on peut apprendre des techniques, des choses comme ça que les gens peuvent apporter. Même pour nous, c'est super cool. T'as des gens qui arrivent avec une nouvelle, avec un nouveau challenge que toi t'as pas encore vu. C'est super sympa. Moi, je trouve que t'apprends toujours des trucs de malade. C'est le top. Et tu avais aussi une chaîne YouTube qui faisait partie de MFSec ou c'était quelque chose à part? Ça va faire partie de MFSec, ouais. Donc ma chaîne YouTube a été complètement dans le passé dans Web 2 classique. Et là, je vais la switcher Web 3, hein. Du coup, il y aura toujours du Web 2, c'est sûr, parce que c'est un truc qui me manque un peu. Mais ça sera vraiment la partie Web 3 maintenant, mais plus accès débutant. Tu vois, au début, je vais essayer d'onboarder des gens comme on a fait un peu au début avec Web 2. Et vraiment essayer d'onboarder des gens avec typiquement les premiers niveaux de CTF, quel est le tooling dans le milieu, des bugs un peu sympas, peut-être faire des retours sur des bugs qu'on a vus, typiquement, tu sais, Flashbot, tous ces trucs-là et tout, peut-être, tu vas se poser, peut-être faire une vidéo de 15 minutes pour expliquer vraiment ce qui s'est produit, parce que il y a des choses, vraiment, des incidents, c'est de l'art, quoi, c'est super intéressant. Moi, j'aurais bien voulu qu'on ait plus de vidéos comme ça, quoi, parce qu'on en a pas, en fait, on n'a pas de contenu, malheureusement, comme ça, et je trouve que c'est dommage. Bah, c'est vrai que pour le coup, il y a Tincho, que tu connais probablement, qui a fait Hmm. 2 vidéos explicatives de hacks, dont notamment le hack de la gouvernance de Tornado Cash, Ouais, qui était j'étais un des dessus. hacks pour moi les plus créatifs. Et c'est vrai que j'en parlais justement avec quelqu'un la dernière fois sur Twitter en disant que c'est vraiment, je trouve, le type de contenu, en format vidéo en plus, parce que je suis un grand fan de vidéos, qui manque. Donc, écoute, si tu comptes relancer ta chaîne YouTube Ouais, là-dedans, ça c'est clair. tu auras un abonné et sache que j'en ferai la pub avec un immense plaisir, quoi, parce que c'est vraiment le type de contenu que Bah, j'adore. Je trouve qu'on en manque beaucoup. clairement. Et puis moi pareil, je suis visuel, donc et même pour moi, hein, tu sais qu'il y a des vidéos tu vois, les gens me posaient la question la dernière fois, et je trouvais ça intéressant, c'est que même les vidéos du passé, parfois je les re-regarde, parce que vu que je suis visuel, ça me revient, tu vois, des choses quand j'ai des questions et tout. Et c'est super intéressant de revenir sur des outils. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Web 2 pour, par exemple, du malware reversing ou quoi. Tu retournes dessus et ça me permet de voir en 2 secondes de revoir un peu tout ce qui se passe, ça revient. Donc même pour moi-même, c'est toujours intéressant quand tu essaies d'expliquer correctement quelque chose, tu vas chercher correctement parce que t'as évidemment pas envie de te viander et dire un truc qui est complètement faux, surtout en vidéo, parce que tu sais que t'as le temps. Enfin, donc tu vas essayer de faire un peu un truc ou essayer d'aller un peu loin et tout, et t'apprends beaucoup de choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses à faire YouTube, quoi. Vraiment, YouTube, c'était vraiment une bonne expérience, quoi, je trouve. Donc c'est un peu débile que j'ai arrêté, je trouve, et du coup c'est pour ça, ouais, je vais essayer pour la partie Web3 parce que comme toi je suis visuel et ça m'intéresse pas mal. Ah, puis en plus, tu avais pas mal de succès vraiment sur la partie Web 2. Donc là, sur Web 3, tu rentres dans une niche où il y a vraiment peu de création de contenu, à part les quelques Après, bah, ouais. Patrick Collins et autres. Déjà des débutants, ça serait bien, tu vois, pour qu'on onboard des gens, je trouve que c'est intéressant, parce qu'à terme ça peut être cool. Mais oui, effectivement, il n'y a pas grand monde, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui regarde aussi, tu vois. Donc ça va être un peu plus difficile à voir. Si, mais ça me dérange pas, moi c'est pour moi, et de toute façon on verra bien ce que ça donne. Je dis, moi j'ai pris du plaisir à le faire et je prenais du plaisir à apprendre, donc non, non, pour moi je trouve que c'est un cercle vertueux, quoi. T'as une sacrée expérience dans le Web 2, t'as vu un paquet de trucs, surtout en plus dans une boîte d'une taille conséquente et ce qu'on pourrait classifier d'assez ouais, classique. Tu l'as dit toi-même, le Web 3 aujourd'hui, c'est le Far West. Les gens font n'importe Ouais. quoi, n'importe comment. Comment tu vois notre industrie évoluer dans les mois à venir? Ouais. Qu'est-ce qu'à ton avis il manque à très court terme là pour que justement on se structure un peu, pour qu'on gagne un peu en crédibilité et peut-être aussi auprès des experts du Web 2 qui aujourd'hui nous prennent encore pour des rigolos et qui eux auraient, bah, comme toi, déjà l'expérience et les compétences pour venir et avoir un réel impact aujourd'hui sur la sécurité du Web 3. Non, non, c'est intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut. La maturité, de toute façon, elle va juste se créer avec le temps, je pense. Ah, je sais pas, en fait. Au début, je pensais ça.
Et finalement, j'ai l'impression quand tu regardes le passé, ça c'est assez intéressant, c'est que quand tu vois qu'au début, il y avait que, enfin, vraiment les gens qui proposaient des outils, qui proposaient du contenu, c'était très Beat, tu vois, par exemple, enfin, je pense à eux, ils faisaient des trucs super intéressants, des vrais articles et tout, enfin, ils faisaient, pardon, ils font toujours des trucs intéressants, mais ils proposaient ça sur Twitter, etc. On pouvait lire rapidement, on avait une newsletter sur leur website, c'était assez cool. Maintenant, le Twitter vraiment la partie Web3, ça nous met pas en honneur. T'as beaucoup de gens qui sont en train de braguer, ouais, j'ai gagné 90K, blablabla, avec cette vulne-là, etc. C'est souvent des trucs un peu, je sais pas. Je suis très très heureux qu'il y ait des gens qui fassent de l'argent. Moi, j'étais très content quand tu trouves un bounty, t'es très heureux de le lire, etc. Tu vois. Mais c'est un peu dommage que ça devient trop un endroit. Ça devient dommage. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Je pense qu'il y a pas mal de méthodes, mais que ça soit plus un milieu d'influenceurs en fait. Ça devient vraiment un peu un milieu d'influence et plus un milieu d'engineering, tu vois. Il manque de la R&D, des vrais articles, tu vois, des choses où, quand tu suivais sur Twitter, t'avais pas besoin de te battre entre, ah non, lui, il faut que je le mute, lui, il faut que je le mute, parce que tu te dis, je vais suivre un security researcher, et à la fin, t'as pas du tout de contenu, enfin, si, ouais, voilà mes chiffres de cette année, et quelques trucs complètement, c'est pas intéressant, finalement, c'est pas ce qui t'intéresse, toi. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est en fait, pas Mais forcément ça, de la doc est-ce que trop c'est compliquée. vraiment propre Ah, bah oui. au Web3 Ça, ou est-ce que c'est pas tout simplement humain? Parce que ouais. j'ai très très peu de personnes que je follow dans le Web 2 sur la cybersécu, mais il y en a certains que je vois poster aussi, les gros bounties qu'ils ont eu sur HackerOne, ce genre de choses-là. Donc je me demande de Hmm. manière très naïve, est-ce que c'est propre au Web 3 et que vraiment dans le Web 3 on est sur une base de show-off avec les rewards des contenus? Et est-ce que toi, de ton expérience et du pied que tu as encore dans le Web 2, est-ce que c'est pas aussi le cas là-bas? C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, nous, on n'avait pas ce feeling-là dans la partie Web 2, tu vois. Même quand on en parle encore, t'as beaucoup de gens qui, peut-être parce que déjà la partie bug bounty elle est moins présente que dans la partie Web 3. La partie Web 3 c'est vraiment Web 3 security, ça parle que de contest, et de bug bounty quasiment, c'est que ça. Que dans la partie Web 2, vu qu'il n'y a pas cette transparence de bug bounty décentralisé en fait, de contest décentralisé, en fait c'est de l'audit décentralisé, donc évidemment ça c'est un truc qui est beaucoup plus. Est-ce que c'est pas la partie humaine? Ça sans doute. Les gens ils ont envie de braguer, c'est un peu un truc naturel et en plus ça ramène de la clientèle, ça fait des choses donc ça fait du bruit, ça c'est une évidence. Mais je mais par contre, sur la partie Web 2, moi je me souviens quand même, après on pouvait s'abonner aux bonnes personnes aussi, mais quand tu voulais suivre de l'exploitation, des gros trucs, tu voyais, je me souviens, tu vois, t'avais que des papiers, t'avais que des trucs sympas, franchement c'était cool, il y avait toujours des espèces de, un peu de gens qui balançaient du contenu un peu particulier, etc., dont tu pouvais te désabonner assez rapidement, mais c'est bizarre parce que là, le milieu il est très petit, et même les gens que tu veux suivre, que tu penses qu'ils sont corrects, bah, enfin pas qu'ils sont corrects, mais qu'ils sont dans le sens, qui vont te donner une source d'information, bah t'as pas réellement ça. Heureusement, t'as TravelBit qui fait ça, t'as des boîtes qui font ça, mais je comprends pas parce que c'est une boîte, du coup théoriquement ils devraient garder leur intel pour eux-mêmes, donc c'est eux qui le font de manière publique, après t'as d'autres gens qui le font maintenant de manière indépendante, mais je veux dire, il nous manque ça, il nous manque pour que les gens ils nous voient de l'extérieur correctement, c'est ça, parce que toi tu viens de Web 2, tu viens juste 2 secondes sur le Twitter Web 3, mais t'hallucines, tu vois, t'as les gens ils sont là, c'est c'est assez particulier comme truc, et je pense que c'est le truc qui manque. Après, c'est pas pour une chose que c'est mauvais, hein. Il y a quand même, il y a des gens qui peuvent mettre n'importe quoi sur Twitter. Il y a quand même des jolis bugs qui sont trouvés. Flashbot, le gars, il avait trouvé des bugs de fou. C'est super intéressant ce qui s'était passé. Euler, bon, c'était le zoo complet, mais du coup, il y avait une super write-up après, bah, de Euler qui a été faite par d'autres boîtes, etc. Ils avaient fait c'est vrai. Non mais c'est vrai, tu vois, ils avaient fait des super write-up, etc. Donc, il y avait des super post-mortem. Donc, on a quand même du contenu qui sort. Je trouve que c'est juste pas assez mis en avant. C'est ça que moi je mange, que je trouve dommage. Parce que si on commençait à faire un cercle vertueux en mode, on commençait à mettre en avant autant de likes, autant d'attractions sur des choses qui sont vraiment qui sont importantes, typiquement qui en valent le coup, quoi, qui sont vraiment des beaux articles, bah les gens vont ça va inverser la tendance en fait. Les trends c'est comme ça, c'est des gens ils veulent des likes et des follow, ils vont commencer à dire oh et pour faire des likes il me faut un bel article, il me faut un truc carré. Tu vois, il me faut que mon contenu soit enfin pour qu'il soit mis en avant, il faut qu'il soit carré. Ça serait cool. Mais bon, on le voit avec YouTube, on le voit partout. Le, Oui, le, alors le qu'aujourd'hui, niveau, les il a tweets qui perfent le plus, c'est ceux où on met un pas. screenshot de ces awards du mois dernier, quoi, et ça pète toutes les stats. Ouais, c'est un peu Pareil, ça. un Et write-up de 20 minutes de lecture, il y a beaucoup moins de viewers. ouais, c'est sûr, c'est évident. Et puis aussi, voilà, où des bugs très simples à identifier qui ont fait de l'argent, et du coup, ça nous décrédibilise encore, quoi. Tu vois, parce que moi, je déteste quand les mecs. Enfin, c'est pas que je déteste, mais je suis en mode, bah, elle est belle, tu vois, c'est comme une vue, elle est jolie. Mais pas ça comme ça, sinon on va passer pour, tu vois, c'est pas bon pour l'écosystème
Je préfère que quelqu'un mette une dune qui a payé beaucoup moins, mais qui était beaucoup plus intéressante. Tu vois, et c'est beaucoup plus intéressant. Après, c'est comme ça. Le mec, il dit, bah, regardez, Excel, il y avait pas de payable. Dans mon private audit, j'ai mis mon constructeur, il manquait quelque chose pour dire que c'était pas payable. J'ai mis que c'était critique parce que les gars pouvaient plus récupérer leur argent. Ah bah non, ils pouvaient même pas en déposer dedans. Ah bah voilà, c'est un problème. T'es en mode, non, mais frère, enfin, ça décrédibilise l'écosystème, quoi. Donc ça, c'est un problème. Mais par contre, je pense vraiment que cet écosystème-là, il est en train de grandir. Le nombre de gens que je vois qui y arrivent déjà, c'était quand même déjà intéressant. Les gens avec qui j'ai pu travailler depuis pas mal de temps, ils viennent quand même de la big tech, hein. Ça, c'est assez fou. C'est des gens Amazon, Google, ils ont fait enfin, même aux US avec qui je travaille récemment ou avec qui je suis en train de travailler en ce moment, ils viennent de grosses universités aussi. Et tu vois, je veux dire, il y a du monde quand même. Je pense que c'est juste le temps que ça prenne. Et c'est comme à peu près toutes les technos. Je pense que Web 2, au tout début, ça devait être un zoo complet. Et ça devait être le cas. Bon, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas des choses comme ça pour afficher ces trucs comme ça. Sinon, bon, la plupart seraient en prison. Mais je veux dire, dans le sens où je pense que c'est le temps que la techno, elle commence à rentrer et qu'il y aura juste le temps qui fera ça. Je sais pas si on peut vraiment faire des choses, mis à part qu'il faudrait peut-être juste mettre en avant déjà du contenu qui est plus solide. Ce serait déjà un grand pas en avant, je pense. C'est vrai que quand je me mets à la place d'un expert du Web 2, si tu gagnes déjà bien ta vie dans le Web 2 en tant qu'expert de ton secteur, le challenge intellectuel du Web 3 peut t'y amener. Alors que les awards purs, si tu gagnes déjà bien ta vie dans le Web 2, ben, t'as pas forcément nécessité de venir dans le Web 3. Ah, non, c'est clairement ça. Elle va juste braguer sur des trucs un peu particuliers, c'est pas fou. Et pour ces raisons-là. Mais moi, je le voyais. Parce que du coup, je suis encore en train de parler avec des gens qui font vraiment que Web 2, tu vois, mais qui sont quand même très talentueux. Et eux, et en plus, tu sais, c'est déjà difficile, on a déjà une image qui est pas très bonne juste la crypto en général. Donc si en plus les gens qui sont censés, tu vois, la partie engineering, tu vois, la partie vraiment qui est en train de build l'écosystème, qui est en train d'essayer de sécuriser l'écosystème, ils sont pas sérieux. Là, c'est quand même terrible parce que déjà que eux, ils ont une image de, je sais pas, tu sais, t'entends FTX, t'entends des trucs dans le genre, ils entendent des choses qui sont même pas reliées vraiment à la partie blockchain, mais t'entends des bugs, je sais pas, ça a été plus le cas, mais quand il y a eu le fork de ETH par exemple, des choses comme ça, c'est quand même assez particulier, quoi. T'as un mec qui fait une erreur, bon bah du coup, c'est dans le centralisé, on arrête tout, on repart. Tu sais, il y a plein de questions, tu te dis, attends, mais, et t'entends des hacks qui sont massifs. Ronin, 600 millions, Wormhole, 300 millions, tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois, et en plus, c'était quoi, c'était un par mois, c'est n'importe quoi. Ça s'arrête jamais. Et bah écoute, Nickel, merci beaucoup pour cet échange, c'était super cool, super intéressant. Ah, merci à toi. Euh, pour tous les auditeurs qui seraient passionnés, bons en CTF et surtout pas des crypto-kitties, je les invite à aller faire un tour sur MEF7 du coup. Où est-ce qu'ils peuvent trouver les liens ou les infos? Twitter, il y aura sur Soliditer, voilà la communauté qu'on a fait, donc ça on dit un gros merci. C'est une communauté sympathique, il y a pas mal de monde, c'est super cool. Et non mais par là, de toute façon, voilà, si vous me voyez sur Discord, vous cliquez sur moi, et sinon il y a sinon ctf.mefsec.com si vous voulez si vous voulez tester les CTF. Et ben je mettrai tous tes liens du coup dans la description pour te join sur Twitter directement et puis pour accéder à MEFSEC